L'hôpital s'appelle Sorbonne Université. Donc, Ah bon, c'est la Pitié-Salpêtrière, ça s'appelle maintenant Sorbonne Université? Ou c'est ouais, que… tout à Ah, fait. d'accord. Donc, voilà. C'est le site de la Pitié, mais c'est la Sorbonne, hôpital de Sorbonne Université. D'accord. C'est de la centralisation. Bon, ça va? Vous n'êtes pas trop covidé au Maroc? Non, nous, écoute, je ne sais pas, est-ce que c'est le climat ou c'est l'hydrochloroquine qui a donné de l'effet, mais en tout cas, on est moins impacté que vous. Peut-être aussi le fait de nous être confinés beaucoup plus tôt, en fait, juste après vous, alors qu'il n'y avait pas encore de cas. Il est là, Faroudi, il est là, Khalil. Vous m'entendez, Khalil? Alors, oui, je te tout présente. à fait. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, Jésus Gonzalez, c'est lui, la Pitié-Salpêtrière. Actuellement, c'est Sorbonne Université, oui. Sorbonne Université. Et alors, Mamoun Faroudi, c'est un réanimateur de l'hôpital du CHU Ibn Sina, à Rabat. Oui, j'ai vu. C'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur le Covid. Et, pas beaucoup. Il y en a qui ont bossé beaucoup plus. beaucoup plus. Et Khalil Mounir, il est militaire, il est au service de réanimation dans l'hôpital militaire. Je ne sais pas si toi, Khalil, tu as vu beaucoup de cas de Covid. On n'en a pas eu beaucoup, énormément en réanimation. Franchement, c'était une petite vague au départ. D'accord. Après, c'est devenu tranquille. Vraiment très peu de cas graves. D'accord. Ouais. Ça montre bien que les mesures politiques, c'est le plus important, quoi. Ah oui, ouais. Ça montre bien que l'hygiène et la distanciation, c'est quand même quelque chose de très, très important. Oui, je pense que c'est pour ça que ça ne repart pas à Paris, parce qu'il y a beaucoup plus de patients atteints de Covid que quand l'épidémie a explosé en mars. Ouais. Et pourtant, ça ne repart pas, mais on met tous des masques, on fait attention dans les trains, on lave nos mains régulièrement, donc comme quoi, ça devait marcher. Et j'avais même vu au départ, dès que vous avez été déconfiné, que le métro était bombé et que finalement, ça n'a pas beaucoup bougé. Pas tout à fait, pas tout à fait. Non, les gens ont beaucoup changé leurs habitudes. Moi, j'ai toujours voyagé à vélo à Paris, mais maintenant, les gens prennent beaucoup le vélo. Donc, tout le monde met les masques, on se lave les mains avant de rentrer dans les transports en commun, c'est obligatoire. Donc, ces petites mesures, alors est-ce que ces petites mesures, est-ce que c'est une immunité qu'a acquise la population? Est-ce que c'est la chaleur qui est en train d'arriver à Paris qui fait que ça ne repart pas? C'est mystérieux, quoi. Mais dans ces cas-là, j'aime bien me tromper. Et j'avais parié que ça repartirait et je suis en train de me tromper, ça me fait plaisir. Parce qu'on ne recommencera pas 2 fois ce qu'on a fait là. Ah oui, j'espère vivement. Comment elle va, Claudia? Claudia va très bien. On était tous de l'équipe Covid jusqu'à fin mai. Et là, ça y est, chacun est reparti dans ses unités. Elle s'occupe de l'unité neuromusculaire. Et tout le monde a été très actif. Les appareillages ont sauvé beaucoup de vies. Beaucoup. Ah. Et tu as l'impression que les appareillages, tu parles de VNI ou de CPAP? C'était plutôt la CPAP qui a beaucoup marché? La CPAP, absolument. On a comme tu as peut-être vu, on a publié dans le RJ notre expérience et on a retardé beaucoup de passages en réanimation grâce à la CPAP qui était quand même il fallait voir les conditions. Tu imagines des patients qui rentrent 5 par 5 avec des infirmières d'orthopédie, des infirmières d'endocrinologie. Il fallait des appareils simples, des montages simples. Et faire de la VNI, peut-être que la VNI aurait bien marché, mais faire de la VNI en dehors des réanimations avec des gens inexpérimentés, c'est pas possible. Et la CPAP a très bien marché et je pense que ça a servi de pont pour attendre quelques jours, quelques heures pour aller en réanimation, pour préparer les choses calmement, ou chez certains malades, ça a permis de passer le cap. Donc, nous, ça nous a beaucoup aidé. Ouais. J'imagine, oui. Et donc, ça, c'est important quand ça part en masse, et surtout même dans notre pays. À un moment, on a failli être débordé du point de vue ventilateur. Je me souviens, c'était le week-end du 20 mars. Et on avait consommé tous nos ventilateurs en France. Ouais. Et on a été prêt on avait même utilisé les ventilateurs de niveau 3, les Astral, les Trilogy. Ouais. Et on allait dégrader la situation et descendre à des ventilateurs de niveau 2 ou des niveaux 1 type Lumis, des petites machines de Philips. On aurait utilisé en CPAP, mais on y était presque, quoi. Donc, et si ça avait continué, c'est ce qu'on aurait dû faire. Donc, c'est pour ça que
l'effet CPAP est quand même très, très intéressant. Avez-vous une expérience sur les montages simples avec des valves à ressort, par exemple, au lieu d'avoir des générateurs de CPAP, mais de banales, les anciennes valves, vous voyez, avec Absolument. Alors absolument, j'avais des Boussignac, par exemple, c'est ça, ou des Boussignac ou Venturi, ou simplement des valves à disque. Vous savez, je parle de ça parce que c'est plus disponible, les valves à ressort. Absolument. Le souci de ça, c'est que il faut mettre un énorme débit d'air pour obtenir, il faut au moins 12 litres Ouais. pour obtenir une PEP au moins à 10, vous voyez. Et 12 litres, ça aérosolise beaucoup quand même. Hein, et quand vous avez un patient qui est en train de produire des milliards de virus, vous n'avez pas envie d'en mettre partout. Mais bon, avec des montages à filtres, etc., oui, je pense. Alors nous, on n'a pas eu à l'utiliser, on avait un stock. On s'est dit, si on dépasse nos capacités de machine, qu'on avait bien filtré et tout, qui était monitoré, on avait dit, on avait un stock de 150 Boussignac que finalement on n'a pas utilisé. Mais oui, c'est vraiment un effet mécanique hein, pour éviter l'espèce de collage que faisaient les poumons de ces patients complètement brûlés. Et en tout cas, les Italiens, les Espagnols ont beaucoup utilisé ces CPAP. Nos collègues de Garches aussi. Et donc, oui, je suis convaincu que ça marcherait aussi bien. Hein. Ça, c'est très utile. Mais le problème, voilà, toujours penser, si ça vous arrive, à ne pas contaminer votre personnel et mettre des filtres partout, quoi. C'est pour ça qu'on était parti, on a essayé de développer des valves comme les valves bidirectionnelles d'anesthésie sur lesquelles on mettait sur la sortie expiratoire. Vous voyez les valves à disque, avec l'arrière-pensée de ne pas justement utiliser des hauts débits obligatoires pour tout ce qui est Venturi ou Boussignac, parce que là, ça permet de mettre carrément des sacs d'anesthésie, des ballons souples en amont, et de mettre de l'oxygène et de laisser le patient générer lui-même évidemment sa pression positive, on va dire, grâce à la valve, tout en évitant l'aérosolisation. Mais c'est comme pour vous, on n'a pas eu besoin de les utiliser. Et d'ailleurs, encore une coïncidence, on avait exactement 150 Boussignac aussi en stand-by qu'on n'a pas touché. Vous savez que Boussignac est mort il y a récemment. Oui, récemment, oui. J'ai entendu ça. Donc voilà. Donc non, mais je pense que tout devait servir. Hein. Et on avait tout dégainé. Et à un moment, je pense que si... et dans les pays en voie de développement... vraiment très pauvres. On a une mission au Pérou avec Dr Yontop dont parlait Mohamed tout à l'heure. Là, le problème au Pérou, on s'est dit ça va servir, ça va être bien toutes ces valves, mais le problème est même en dessous, c'est qu'ils n'ont plus assez d'oxygène. Alors là, c'est cuit, quoi, parce que c'est des énormes besoins. À un moment, on a failli même être en panne d'oxygène à Paris, tellement il fallait de livraison et qu'on consommait. Quand vous avez un hôpital de 2000 lits plein de malades qui sont tous entre 6 et 10 litres d'oxygène, ça faisait des consommations énormes par jour. Mais voilà, donc le Covid, et là ça se calme et on croise les doigts que ça ne reprenne pas. J'espère. Bon, je crois qu'on est pile poil à 19h. On peut donc commencer. Alors, Jésus Gonzalez à l'hôpital Pitié-Salpêtrière, Sorbonne, rappelle-moi. Sorbonne Université, oui. Sorbonne Université. Et donc, ouais, derrière. Et donc, nous avons Khalil Marouane qui est à l'hôpital militaire et qui est donc réanimateur à l'hôpital militaire de Rabat. Et Faroudi, notre ami, d'il y a une semaine, hein, on vient de se connaître grâce à Steve Cohen, et qui est donc réanimateur à Ibn Sina. Je vais vous laisser tous les deux animer avec Jésus. On va lui donner la parole, mais allez-y, vous pouvez déjà dire un mot le temps que des gens nous arrivent. Présente-toi, c'est Smith Faroudi, il est assez connu maintenant. Présente-toi, Khalil. Et je laisserai Faroudi aussi dire un mot, et puis Gonzalez, il va se présenter et nous faire son diaporama. Bonjour, bonjour c'est Mohamed, bonjour professeur Faroudi, bonjour monsieur Gonzalez, bonjour à tous qui nous suivent en direct sur ce webinaire. Je suis Dr Khalil Mounir, je suis médecin réanimateur anesthésiste à l'hôpital militaire de Rabat. Voilà, donc je vois quand même certains amis sur quelques écrans que je reconnais, il y a quelques têtes que je reconnais quand même, et ça fait plaisir de vous voir. Je suis aussi ravi de co-modérer cette session avec mon maître et mon ami professeur Faroudi, et aussi pour pouvoir écouter en direct Monsieur Gonzalez
qui vraiment, je suis impatient d'écouter son intervention qui, sans l'ombre d'un doute, va nous apprendre énormément de choses. Alors, les choses, enfin, je pense qu'on devra commencer d'abord par il y aura une session de la présentation de Dr Jesús González, et puis il y aura une session de questions-réponses qu'on va recevoir au fur et à mesure par les gens qui nous suivent. Et je pense sérieusement qu'on aura vraiment du boulot, Dr Farodi, après, n'est-ce pas? Ah ouais, je m'y mets. Donc, voilà, donc je passe la parole à Dr Farodi, comme ça il va passer la main à M. González. Merci Khalil. Bon, Khalil est modeste, mais c'est l'une de nos étoiles montantes dans les soins respiratoires et c'est un petit peu la stratégie qui a été, on va dire, choisie par l'ASMA, par la Société marocaine d'anesthésie et réanimation, l'équivalent de votre SPAR, M. González. Et donc, le but, ça, c'est de former des clusters, non pas infectieux, mais des clusters pas d'experts, mais de gens expérimentés, on va dire, dans des domaines, bon, en l'occurrence, on parle de respiratoire, mais le but, c'est d'avoir quelques personnes ressources un petit peu partout dans tous les champs d'exercice de notre discipline qui est, comme vous le savez certainement, est très très large. La preuve, on a une interpénétration avec quasiment toutes les spécialités. Et en l'occurrence, le poumon, c'est le gros point d'intersection qu'on a avec d'autres spécialités. En l'occurrence, ici, il s'agit de vous, mais on travaille évidemment avec toutes les autres disciplines dans ce domaine. Bon, chez nous, la ventilation non invasive, c'est évidemment pas sur le long cours. Hein. On travaille sur des courtes durées. Le fonds de commerce chez nous dans le VPCO, c'est essentiellement le VPCO décompensé, qui est forcément plus délicat, mais aussi plus court et les réglages sont un peu plus à l'emporte-pièce, en tout cas au début. Donc, c'est moins fin certainement qu'une gestion chronique, on va dire, mais c'est tout aussi prenant. C'est une VNI dans ce cas curative en général. Donc, il s'agit d'éviter d'intuber le patient. Dans certains cas, c'est des VNI. Dans d'autres situations, chez nous, en anesthésie réanimation, la VNI, elle est prophylaxique, on peut l'appeler comme ça en fait. C'est quand on extube, par exemple, certains patients en post-opératoire, y compris les BPCO évidemment, et qu'on leur applique des VNI quasi curatives, mais en fait, le but, c'est encore une fois de ne pas tomber dans l'intubation. Donc, ça prend le relais a priori, avant la récidive ou la décompensation. Et puis, on a quand même une petite pratique de VNI très, très courante chez nous au bloc opératoire pour tout ce qui est préoxygénation au bloc opératoire. Ça, c'est le quotidien de nous autres anesthésistes, de mettre le masque sur le patient, de le ventiler à la main ou sur les respirateurs modernes, d'appliquer certains modes assistés. Donc, vous voyez que quand même, il y a beaucoup de points communs, mais moi aussi, je suis très impatient d'écouter Dr González à propos de ça. Et je vous laisse donc la parole directement. J'encourage tout le monde à poser vos questions sur le fil de conversation et j'essaierai de faire le fil. À vous, Dr González, merci de commencer. Écoutez, merci beaucoup. Je vais tout de suite partager mon écran. Je parlerai, voilà, je vais partager l'écran et on voit mon diaporama. Et l'introduction ne pouvait pas être meilleure car je vais vraiment faire un pied de nez au réglage de réanimation. Et c'est très important ce qui a été dit là, parce que c'est ça, le nouveau paradigme qu'il faut vraiment que vous changiez dans vos têtes et nous changions tous dans nos têtes, parce que moi aussi, je suis pneumologue et réanimateur de formation. Pendant des années, on s'est planté sur la ventilation qu'on a fait à nos malades chroniques, parce qu'on a voulu appliquer les choses qu'on a apprises en réanimation, qui doivent continuer à se faire en réanimation, parce que, comme l'a dit le professeur Faroudi, en réanimation, on est dans du sauvetage immédiat, éviter l'intubation, curateur de quelque chose, c'est un malade qui va mourir d'hypercapnie dans les heures qui suivent si on ne le traite pas. En chronique, on n'est pas du tout dans ça. Donc, les réanimateurs doivent passer en quelques heures une étape difficile, et vous allez voir qu'à domicile, eh bien non, c'est un nouveau paradigme, je vais vous le dévoiler dès maintenant, je ne vais pas continuer suspense. Il faut ventiler les patients atteints de BPC ou en chronique avec des très hautes pressions. Vous allez voir que ça me fait de la peine de dire ça en tant que français et espagnol, mais ce sont les Allemands qui avaient raison. Mais vous allez voir que finalement, ce n'est pas si vrai que ça, parce que les Allemands n'ont fait que copier quelque chose qui était déjà connu
et décrit avant. Donc moi, je suis le professeur Jesús González, je suis espagnol, mais j'ai vécu depuis mon enfance en France, je fais toutes mes études en France, à Paris 5 et Paris 6, et donc et maintenant Sorbonne Université. Et ma spécialité, c'est vraiment la ventilation mécanique. J'ai été me former en tant que réanimateur, parce que en France, on ne se formait dans les années 90 que dans les réanimations à la ventilation mécanique. Et maintenant, j'ai monté une école de ventilation chronique, et c'est passionnant parce que c'est compliqué, mais c'est passionnant. Et j'adore, avec mon équipe, on transmet beaucoup. Mohamed El Ibrahimi cherche le pauvre, il se casse la tête à faire des formations à Casa et trouver une date avec moi. Il est très patient et je m'en excuse 1000 fois. Et on arrive à trouver des dates. On a déjà fait 2 formations, c'est formidable. Il y a de la connaissance, on sent qu'on partage. J'ai la chance d'avoir quelques malades SLA, j'ai quelques malades SLA qui viennent du Maroc, voir les docteurs de Paris. Et ben, je suis toujours très content de leur dire, mais vous savez, il y a des très bonnes équipes au Maroc et notamment à Casa, et je suis rassuré. J'ai une malade que j'ai vue en consultation jeudi, je suis sûr que c'est l'un de vous qui la suit, et je suis rassuré. Donc il y a de la transmission, on va continuer. Les webinars, c'est quand même super parce que c'est le Covid qui nous a poussé à faire ça, mais quand même là, en 10 jours, avec Mohamed, on a réussi à organiser une formation, alors que d'habitude, ça nous prend combien de temps, Mohamed? 6 mois à trouver une date, ou 9 mois. Donc voilà, donc là, c'est formidable et c'est parti. On va travailler 1 heure ensemble. Je vais essayer de vous montrer pourquoi. Eh bien oui, en 2020, il faut ventiler les patients atteints de BPCO, pas du tout comme en réanimation, mais avec des hauts volumes. Si vous voulez, alors je me mets sur mon diaporama, si vous voulez un petit peu suivre l'actualité de la ventilation chronique, il y a un groupe, la SPLF, qui est notre société quand même de langue française, hein, donc les Marocains ont leur place importante. Il y a un groupe de travail qui s'appelle GAVO2, qui a une page, groupe assistance ventilatoire et oxygène. On a une liste de diffusion, on peut vous inscrire gratuitement, mais si vous faites partie de la SPLF, faites-moi le plaisir de vous inscrire au groupe, et au moins, il n'y a pas participer au groupe, c'est juste répondre à des questionnaires, des choses comme ça. S'il y a des réunions où vous pouvez venir, c'est formidable, mais sinon, c'est juste suivre et participer et donner l'avis. J'ai un compte Twitter parce que on a des jeunes, on a des internes et tout, il faut bien suivre. Hein. Dr González, c'est surtout pour suivre, mais c'est surtout Somnoveani qui nous permet je partage beaucoup de tracés. Et la dernière fois que j'ai fait un cours, ça ne devait pas être au Maroc, mais ça aurait pu. Il y avait des jeunes et ils m'ont dit, mais Twitter c'est démodé, maintenant c'est Instagram. Et donc, je ne suis pas très fort, mais ma fille m'aide à mettre des tracés de malades chroniques dans Instagram. Sinon, nous avons une formation à la Société de pneumologie langue française et il y a un DU. Alors, il n'y a pas de Marocain cette année à ma connaissance. S'il y en a un, il m'excusera d'avance. Non, il y a 3 Algériens. C'est 2 semaines de cours. On a fait exprès à Sorbonne de faire des semaines complètes pour que, au moins, c'est 1 semaine hors de son service. Ça demande beaucoup d'énergie, mais c'est un DU où on ressort avec toutes les connaissances pour faire de l'appareillage de domicile. Donc c'est parti, je vais vous montrer quelles sont les preuves de l'intérêt de la ventilation non invasive de chronique dans la BPCO. Alors ça, j'espère que vous arrivez tous convaincus qu'il faut ventiler ces malades atteints de BPCO, sinon je vais vous le faire, parce que mon travail aujourd'hui, ça va être de vous montrer qu'il y a un intérêt et qu'il y a une logique à faire de la ventilation de haute intensité. Je vais conclure par les indications de la VNI chronique et quels malades concernés. Et je n'irai pas à la partie 2 parce que après c'est fatigant, on posera les questions. J'utiliserai la partie 2 sur comment régler la machine seulement s'il y a des questions pour l'illustrer, mais je m'arrêterai à la partie 1. Et si je veux que Mohamed continue à m'inviter, il faut que j'en garde un peu pour une autre fois. Des preuves. Est-ce que c'est utile de ventiler les patients atteints de BPCO de manière chronique? Eh bien oui. La première chose, c'est que attendez, je vais juste vous mettre, voilà, je vous vois comme ça à l'écran. La première chose, c'est qu'on a une épidémiologie qui est galopante. Je sais que ça fume beaucoup au Maroc aussi, et puis la mode malheureusement de la chicha, qui a non seulement dans vos pays, mais dans les nôtres aussi, est catastrophique. Et la BPCO, qui était la 11e cause de décès dans les années 90, 2007, c'était assez calme, et c'est en train d'exploser dans les pays plutôt à haut niveau de richesse, c'est la 7e cause de décès. Enfin, on est juste dans l'incroyable. Et vous passez dans la rue, alors je ne sais pas comment c'est au Maroc, mais en France, vous demandez à des gens, vous savez ce que c'est une BPCO? Ils vous disent, jamais entendu parler. Donc on est assez dans la catastrophe. On a les journalistes qui ont passé leur vie à la Pitié-Salpêtrière pour venir des interviews.
Et ils sont dans mon service où on accueille, là, qui est rempli de Covid actuellement, et normalement, c'est que des BPCO. La journaliste médicale n'avait jamais entendu parler qu'il y avait des BPCO en nombre sévère. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va être vraiment très important. Et ce papier de Peter Lange en 2016 était très intéressant. Ils ont suivi, comme seuls les Américains peuvent le faire sur des énormes bases de données, des patients. Il y avait des gens qui n'ont jamais fumé, des gens qui ont fumé, qui ont arrêté, des asthmatiques, des patients atteints de BPCO et patients BPCO plus asthme. Alors là, c'est terrible. Et ils les ont suivis pendant 20 ans. Et je vous passe tous les graphiques, mais celui-là, c'est le plus intéressant, et celui-ci aussi. Eh bien, un BPCO à 10 ans, il y a déjà 30% des BPCO qui ont fait une exacerbation sévère. Donc, la conclusion de tout ça, c'est qu'on va avoir énormément de malades. Et en France, il y a même une étude qui montre qu'un patient atteint de BPCO, pour la même durée d'hospitalisation et pour le même motif qu'un patient qui n'a pas une BPCO et pour le même âge, ça coûte 10 000 €, alors qu'un patient lambda coûte près de 3 000 € seulement. Donc, c'est 3 fois plus cher. Ça va exploser. Et pour mes collègues réanimateurs, ils le savent tous, on en a tous assez de voir pour la deuxième, troisième, quatrième fois le même malade atteint de BPCO qu'on va reventiler en VNI. On va être inquiet, on va peut-être le dire, on va vous intuber, on va vous limiter, on ne va pas vous intuber. Puis finalement, il s'en sort, il rentre, et puis hop, ça va bien. Eh bien, Elie Azoulay avec de Miranda, mais Elie Azoulay a beaucoup publié, c'est un réanimateur français qui travaille à Saint-Louis, qui publie beaucoup sur le retentissement de la qualité de vie des patients atteints de BPCO qui décompensent, et notamment de tout. Ce qui est très intéressant, c'est un questionnaire de qualité de vie, peu importe ce que c'était. Rouge, on est très altéré en qualité de vie, jaune, moyennement, et vert, ça va. Eh bien, tous les malades qui sortent de BPCO, qui ont fait une exacerbation, qui sortent de réanimation, ils sortent altérés, mais pas trop, et surtout, ils repassent avec une qualité de vie correcte. Ce sont les familles, ici c'est les familles, qui en souffrent un peu plus avec une altération de la qualité de vie, puis finalement, après 3 mois, ça s'arrange. C'est pour ça qu'on va dire que nous allons avoir beaucoup de malades atteints de BPCO grave dans les années qui viennent. En réanimation, vous le savez déjà, on les a déjà, et comme ce sont des traitements qui marchent et qui tolèrent bien et qu'ils apprécient, eh bien, on va continuer, on va avoir une quantité de malades très importante. Et mes deux collègues réanimateurs l'ont dit tout à l'heure. Pourquoi ils ont mis comme une évidence qu'il y a des patients ventilés en aigu dans les réanimations atteints de BPCO? Parce que maintenant, il y a quasiment une dizaine d'études qui ont été publiées en méta-analyse ici par Bradley en 2008, on est déjà à un truc il y a 12 ans, où toutes les études, sauf celle de Servillo, mais qui est un peu biaisée, toutes les études montrent que la VNI en aigu par les réanimateurs en exacerbation aiguë, ça réduit la mortalité, et je vous passe les détails de ces études, ça réduit les intubations aussi. Donc, en aigu, ça fait déjà, c'est dès les années 2000, ça fait 20 ans qu'on sait que ça marche, que c'est très utile, qu'il faut le faire, il ne faut pas hésiter. En plus, les malades, même si c'est la deuxième, la troisième, la quatrième fois, ils supportent, ils s'en souviennent, ils disent « oh là là, c'était pas bien », mais finalement, ils y reviennent à chaque fois. Donc, c'est pour ça que, en même temps, depuis les années 2000, on s'est demandé, si ça marche en aigu, ça doit marcher au long cours. Eh bien, plusieurs auteurs se sont posé la question. Et toutes les études, qui étaient plutôt des petites études de faisabilité des années 90 aux années 2000, on a commencé à ventiler les malades en VNI dans les années 90, et tout ont montré que ça ne marchait pas. Ici, c'est Antoine Cuvelier qui avait revu toutes les études de Strumpf, Lin, Gay et McCann-Jones, et la première colonne, c'est les patients, tiens, il est très hypercapnique, et il reste très hypercapnique en chronique, je l'aurais bien ventilé. Finalement, le nombre de malades qui acceptent d'être ventilés en sortant de l'hôpital, et in fine, à la fin de l'étude, c'est-à-dire à 1 an, combien il y en a qui ont gardé? Eh bien, regardez, toutes les études montrent la même chose. Il y a plein de malades hypercapniques qu'on aurait bien ventilés. À la fin de l'étude, il y en a qui sortent de l'hôpital avec pas beaucoup qui sortent avec de la ventilation, et quand ils reviennent 3 mois plus tard, il n'y en a quasiment aucun qui le fait. Et moi, un traitement que les malades ne font pas, je me dis, c'est que ça ne doit pas très bien marcher. Et il y avait cette étude de McCann-Jones, 8 malades, mais McCann-Jones, il était très particulier dans la communauté pneumologique parce qu'il ventilait les malades avec des intensités énormes. Et lui, il avait montré que les malades, il le faisait, il le gardait, et à 3 mois, il le gardait. Mais je peux vous assurer qu'il s'est pris les volets de bois vert pendant des années en disant « ce gars-là, il fait n'importe quoi, il ne met pas du tout des bons réglages aux malades, on ne regarde pas son étude, elle est biaisée ».
et toutes les autres, en tout cas, étaient négatives. Et arrivent les études randomisées contrôlées, qu'on attendait tous. À partir des années 2000, on attendait des études italiennes, espagnoles, qui allaient randomiser plus de 200 malades. Et on se disait, ça y est, ça va marcher, parce qu'on avait tous des malades qui supportaient la VNI, qui aimaient bien. Eh bien, patatras. La première étude, Canazanova en 2000, étude randomisée contrôlée, regardez le graphique en haut, oxygène versus VNI au long cours chez les patients, quand même très hypercapniques, hein, plus de 50 de PCO2 au long cours. Aucune différence de survie. Aucune différence de survie, aucune différence de gaz du sang. Regardez les gaz du sang à 1 an. Ça n'a pas bougé. Aucune différence de qualité de vie, catastrophe. Mais j'aimerais que vous regardiez d'emblée les réglages. Regardez, ces malades, ils avaient 8 DED, 4 de PEP. Donc une toute petite pression. Mais en tout cas, pas d'efficacité. Mais on s'était dit, bon, il n'y avait pas assez de malades, heureusement qu'il y a l'étude italienne de Clini, on l'attend, patatras, 2002, l'étude de Clini qui arrive. Quand même, il y avait quasiment 200 malades inclus, à la fin 100 qui terminent l'étude, patatras, oxygène versus VNI, ça ne marche pas. Ni amélioration des gaz du sang, ni amélioration de la qualité de vie, ni amélioration de la survie. Et regardez encore une fois, aide 8, PEP 2. Ces malades étaient très peu ventilés. Pourquoi? Vous allez comprendre après pourquoi, et ceux qui font de la réanimation, ils le savent déjà. Et donc finalement, en 2005, où est-ce qu'on en était? On en était que, regardez, exactement comme les petites études initiales des années 90, plein de malades hypercapniques qu'on aurait bien aimé ventiler, pas beaucoup qui acceptent, et finalement, à 2 ans, vraiment pas beaucoup qui reviennent avec la VNI. La ventilation au long cours de la BPCO, en 2005, on avait dit que ça ne marchait pas. Mais comme on y croyait, toutes les équipes... Moi, je me souviens, dans ces années, on ventilait des BPCO en cachette. Hein. On ventilait des BPCO en cachette parce que tout le monde nous disait, mais les études ne marchent pas. Et les Australiens, McEvoy, il fait encore une étude avec un peu plus de malades et bon, ils avaient suivi un peu mieux la VNI, ils les suivaient en post-aigu et ils commencent à montrer un petit peu d'amélioration de la survie. Les appareils étaient meilleurs, etc. Mais, catastrophe. La qualité de vie des patients sous VNI était altérée. Les malades n'aimaient pas du tout ça. Et encore une fois, on remonte ce qu'on voit sur toutes ces études ici, c'est que les malades n'aiment pas ce traitement. Regardez encore une fois, 7 DED. 7 DED, c'est des toutes petites pressions. Ces malades n'étaient quasiment pas ventilés. Et il y a 2 pavés dans la mare qui sont jetés dans les années 2011. Le premier, c'est les Allemands. Allez, celui-là, je vais en parler après parce que c'est nous qui avons un peu bousculé les choses, donc c'est facile de dire que c'était important puisque c'est moi qui l'avais fait. Donc, je vais quand même commencer par ce qu'ont dit les autres. Les Allemands, ils ont commencé par dire en 2010, mais messieurs, vous n'avez pas ventilé vos malades pendant toutes ces années. Vous avez sous-assisté les malades. Et nous, un groupe qui s'appelle Somno-VNI de la Société de pneumologie langue française, avec quelques collègues européens, on a dit... attention, non seulement on a sous-ventilé les malades, mais surtout personne ne regarde, une fois qu'on met le malade à domicile, personne ne regarde si on est ventilé. Moi, j'étais effaré la première fois que j'ai fait du domicile, c'était à Garches, où j'étais affolé, où je sortais de réanimation. Moi, je suis habitué à ventiler les malades avec l'écran du ventilateur, on se fait tous ça en réanimation, où on regarde l'écran, on regarde les courbes, on regarde tout ça. Et à l'époque, dans les années 90, pour ceux qui ont connu, les petites machines, elles avaient 0 écran. C'était catastrophique. Et donc, j'ai commencé à mettre un peu un pavé dans la main en disant, il faut faire quelque chose. Eh bien, les Allemands, ils ont dit ça. Messieurs, vous n'avez pas ventilé pendant toutes ces années. Regardez, quand vous faites la ventilation que vous avez faite dans vos études là, une toute petite aide, ben, ça ne marche pas. La PCO2, elle ne bouge pas. Les carrés gris. Mais quand moi, je mets 25 DED, 25 DED, ça veut dire une pression aspiratoire 25 plus 4 de 29. Et une haute fréquence, eh bien, je fais baisser la PCO2. Eh bien, pendant des années, depuis 2010, à chaque congrès, ils se prenaient une volée de bois vert pour les remarques que sont en train de se dire les réanimateurs dans leur tête actuellement, en train de se dire, oui, mais là, ça fait de la distension, ça va faire des asynchronismes, c'est pas du tout comme ça qu'il faut ventiler les patients BPCO, ça va faire des pneumothorax, etc. On leur disait, ça va altérer le sommeil, ça fait des fuites. L'année suivante, ils arrivaient, je ne vais pas vous présenter toutes les études, mais ils arrivaient avec une étude en disant, regardez, amélioration du sommeil et malgré les fuites qui sont un peu plus importantes, on contrôle le malade. L'année d'après, on leur disait, ça va faire de la distension.
Ils arrivaient l'année suivante en disant « Oui, ça fait un peu de distension, mais… » Pardon. Ça fait un peu de distension, mais finalement, pas trop, et il n'y a pas trop d'asynchronisme et de conséquences de la distension. Et chaque année, ils ont montré ça. Chaque année, ils ont montré ça jusqu'à le résultat que je vais vous montrer d'une grosse étude. Mais je voudrais quand même faire une remarque. En 2006, donc bien avant, Tugay, en Angleterre, il avait regardé sur une étude physiologique le niveau de pression qu'il fallait pour qu'il y ait un bon volume, qu'il y ait pas trop de fuite, et ici, une réduction du travail respiratoire. Et là où se coupe le mieux la courbe, ça c'est les restrictifs et là c'est les BPCO, c'était ici pour les BPCO. L'endroit qui fait qu'il n'y a pas trop de fuite, il y a un bon volume courant et il y a une bonne réduction du travail respiratoire des malades BPCO, c'était autour de 10-12 millilitres kilo. Bref, on savait déjà depuis les années 2006 qu'il fallait ventiler les malades de manière très forte. Et on le savait même depuis les années 60. Ici, c'est Paul Sadoul, un ancien, qui est un des premiers qui a ventilé. Ça, c'est la première étude que je vous présente là. C'est la première étude de VNI de la BPCO. On dit tous que c'était dans les années 90. Non, non, non. C'était dans les années 60 à Nancy, où il avait ventilé des BPCO. Et le papier, c'est superbe. Il fait 50 pages, vous avez tout dedans. Et il disait, il faut ventiler les BPCO avec 25 à 30 cm d'eau en pression respiratoire et une PEP de 3 à 5 cm d'eau. Donc, c'était des choses qui étaient déjà connues. Et ce qui est quand même intéressant, et là, nous, réanimateurs, on l'a trop souvent oublié, c'est que les premières études randomisées des réanimateurs, et je vais prendre cette étude de Laurent Brochard, vous allez voir pourquoi, parce que c'est lui après qui nous a fait baisser les pressions. Cette première étude des réanimateurs, celle qui a montré pour la première fois que la VNI en aigu, ça a été utile, eh bien, ils utilisaient quand même des fortes pressions, des IPAP de 20. Ils ventilaient fortement les malades. Et ça, on l'a trop souvent oublié. Des fois, on ne ventile pas trop souvent les malades. Pourquoi? Quelle est notre crainte? Eh bien, pendant des années, ce qu'on craint en réanimation, chez des malades qui arrivent, comme ce malade, comme un de mes malades que vous voyez ici, très distendu, eh bien, si vous poussez une très haute pression, que en plus vous mettez une haute fréquence, ce qui veut dire que le malade ne va pas avoir le temps d'expirer, que vous ne mettez pas beaucoup de PEP et vous mettez un TI long, bref, ce que recommandent de faire les Allemands pour baisser la PCO2, eh bien vous entraînez des asynchronies parce que vous faites de la distension à votre malade et il n'arrive plus à expirer. Et c'est ça que nous craignons en réanimation. Nous avons des énormes asynchronies qui ont été publiées ici par le même, par Laurent Brochard, quelques années plus tard. Vous voyez qu'on est en 2008, donc on est 5 ou 6 ans plus tard. Eh bien, il a montré que quand on utilise des 0,2 PEP et pressure support très élevé, on a un nombre d'asynchronies très important qu'on réduit fortement si on se met à diminuer la pression inspiratoire ou mettre de la PEP. Eh bien, c'est à partir de ce papier de 2008 avec Arnaud Tillet que nous, réanimateurs, nous avons commencé à dire « Ah bah oui, les patients atteints de BPCO, il faut les ventiler avec des toutes petites pressions pour pas trop les gonfler, pour pas trop les distendre et pour qu'il n'y ait pas d'asynchronie. » C'est à partir de là qu'on a tous ventilé les malades BPCO avec des petites pressions et c'est à cause de ça que toutes les études que je vous ai montrées au début avaient des petites pressions. Mais, et c'est là où l'introduction Dr Faroudi et Dr Mounir était parfaite, puisqu'ils ont bien dit qu'on n'est pas du tout en train de faire la même chose en réanimation et en chronique. Ça, c'est un malade de réanimation. Ça, c'est comme ça que vous les recevez en réa, avec les bronches complètement fermées, pleines de pus, le malade qui n'en peut plus, qui doit respirer à travers un tout petit trou et qui est en train de mourir, d'acidose respiratoire hypercapnique. Et, comme l'a dit Dr Faroudi, il faut faire un sauvetage. Il faut faire un sauvetage de ce malade. Donc, ils doivent passer dans ce petit trou un peu d'air pour éviter qu'il meure. Et il faut arriver à faire passer par ce petit trou de l'air qui va être expiré. C'est pour ça que nos collègues en réanimation, ils sauvent les malades en mettant des tout petits volumes, pas beaucoup de pression, pour les faire survivre sans les faire exploser de distension. Mais mes collègues avaient montré, vous allez le voir, il y a un papier qui montre qu'en chronique, ce n'est pas du tout comme ça. En chronique, vous avez des bronches qui s'élargissent, vous avez les sécrétions qui partent et on est sur des tuyaux beaucoup moins bouchés. Et ça a été démontré par Ceriani, qui est de l'équipe de Stefano Nava, ça a été montré par l'équipe de Stefano Nava, qui montre que après la réanimation,
Après la réanimation, vous avez une diminution de l'autopep, qui est le signe que le malade n'arrive pas à expirer, qui est majeur. Les malades, en sortant de réanimation, ils ont quasiment plus d'autopep parce qu'ils ont des bronches comme ça. Ce ne sont pas les mêmes malades. Nous avons fait des erreurs en ventilant nos malades chroniques qui sont ici comme un malade de réanimation pendant des années. Le malade atteint de BPCO aigu n'est pas le même que le malade atteint de BPCO chronique. Lâchez-vous. Vous devez mettre de la pression. Si vous retenez une chose à partir de ce webinaire, c'est qu'il faut, ventiler les patients atteints de BPCO, je vais vous le montrer dans quelques instants, et deuxièmement, avec beaucoup de pression. Mais c'est pour ça que si on regarde, c'est très joli ce graphique, hein, c'est la pression réglée sur les études selon les années de publication. Regardez comme c'est magnifique. On voit que, à part l'étude de McCann-Jones, qui était probablement un précurseur, eh bien, il a fallu attendre 2005 pour qu'il y ait des études avec des fortes pressions. Et maintenant, tout le monde se met à ventiler les patients atteints de BPCO avec des hautes pressions, ce qu'on appelle haute intensité. Moi, je vais appeler ça haute pression, et encore, elles ne sont pas si hautes que ça. Donc, à ce jour, il faut ventiler les patients atteints de BPCO avec de la haute intensité. Je ne vous ai pas montré les études randomisées, on va y arriver, mais vous allez voir qu'il y a un niveau de preuve très élevé. Mais en même temps, je vais vous répondre à la question, ok, mais quand est-ce qu'on les ventile alors? On les ventile, il faut attendre un petit peu. Il faut attendre un petit peu parce que quand ils sont hypercapniques, regardez cette étude de Struik où les malades avaient 57 de PCO2, qu'on les ventile avec une bonne pression, quand même 14, peut-être pas suffisante, eh bien, ça ne change pas grand-chose. Encore une étude négative. Donc, un patient qui reste hypercapnique à 1 ou 2 jours de la sortie de réanimation, c'est encore un peu trop tôt. Il faut laisser du temps. Pourquoi? Parce que ceux qui n'ont pas été ventilés, sans VNI, au bout de quelques mois, ils avaient une capnie qui était descendue spontanément. Donc, attention, oui, il faut ventiler les patients BPCO pour les 2 études que je vais vous montrer dans quelques instants, mais pas tout de suite après l'épisode aigu post-réanimation. Il faut attendre au moins quoi? Au moins 4 semaines selon l'étude des Allemands. Voilà la première étude randomisée contrôlée à haut niveau de preuve en 2014, l'étude de Colline, qui montre qu'avec les réglages qu'ils avaient essayés sur des études expérimentales, on a une amélioration de la survie, ici, des malades qui ont eu de la VNI versus les malades qui n'ont pas reçu de la VNI. Et regardez, ici les réglages, on est bien sur de la haute intensité. Et les patients qui ont de la VNI, ils améliorent beaucoup plus l'hypercapnie. Donc là, on est dans des malades qui, au bout de 1 mois, à distance d'un épisode infectieux, restent hypercapniques au-dessus de 55. Et ceux-là, il faut les ventiler, car vous améliorez leur survie de 20%, c'est quand même pas négligeable. Attention, notez, ok, c'est de la haute intensité, mais c'est pas non plus monstrueux, comme on l'avait vu dans les études préliminaires des Allemands. Parce que là, c'était une étude multicentrique de toute Allemagne, et finalement, les réglages qu'on a fait, in fine, n'étaient pas si forts que ça. Et la boucle est bouclée avec cette étude des Anglais, qui vient d'être publiée il y a 2 ans, haute HMV, qui montre que les mêmes malades qui restent hypercapniques, mais à J15 d'une exacerbation aiguë hypercapnique, si on les ventile, on améliore la survie sans hospitalisation. Attention, ce n'est pas une survie totale, c'est une survie sans hospitalisation. Mais vous savez, les Anglais, comme ils sont très friands de choses qui économisent des hospitalisations parce qu'ils regardent beaucoup le coût de santé, eh bien, ça marche. Et donc, on se résume, et ça va être le 2e gros message que vous devez retenir. 1, avec de la haute intensité, mais 2, si vous avez un malade qui est stable, chronique, au moins pendant 30 jours de stabilité et qui reste hypercapnique, et là c'est pH supérieur à 7,35 pour montrer qu'il n'est pas en acidose, ou juste il vient de sortir d'un événement aigu, vous attendez 15 jours, et si au bout de 15 jours il reste hypercapnique, et bien là, il faut le faire sortir avec une ventilation au domicile. Donc voilà à ce jour les 2 études avec un haut niveau de preuve qui montrent qu'il faut ventiler les malades BPCO au long cours. On a quand même 2 études randomisées contrôlées, c'est quand même un gros message. Et ces études ont ventilé les malades avec de la haute intensité. Ok, donc vous pourrez se dire, ben voilà, le webinaire est terminé, est-ce que le sujet est clos? Eh bien pas tout à fait. Tout à fait, parce qu'on a un souci. Quand on regarde ces 2 études randomisées contrôlées, alors que je vous ai dit tout à l'heure au début, et on le sait, nous avons plein de BPCO hypercapniques, ils ont mis 10 ans à recruter les malades. 10 ans. 10 ans, alors que, en France,
c'est la première cause de ventilation des patients atteints de BPCO. Et sur des chiffres de notre base de données, si on regarde d'année en année, chaque ligne c'est une année, on voit que les malades ont de plus en plus de la VNI à domicile. L'estimation, c'est qu'il y aura plus de 5000 malades VNI qui auraient besoin de BPCO en France. Et on met 10 ans à inclure des malades dans une étude. Ça, il y a quelque chose qui ne va pas. Dans un pays comme en Angleterre ou en Allemagne. Eh bien, et même chose en Europe. Hein. En Europe, si on regarde les données dernières là, qui ont été publiées par Nicolas Ambrosino et Sarah Mansfield, la première indication de ventilation en Europe, c'est la BPCO. Donc, on a plein de malades, plein de malades ventilés atteints de BPCO, et on met 10 ans à inclure dans les études. Eh bien oui, pourquoi? Parce que malheureusement, c'est comme toujours, hein, ces études extrêmement bien faites, elles ont exclu énormément de malades. Des malades qui ont 55 de PCO2 à J15 d'une exacerbation ou à l'état stable, en fait, ils sont assez rares. Pourquoi? Regardez, ça c'est le flowchart de l'étude des Anglais. Ils ont screené 2000 malades pour inclure à la fin 90 malades. Ils ont exclu 1905 malades. Et c'était qui? C'était des malades incapables d'être sevrés du ventilateur. Ceux-là, ils ont besoin de ventilation, puisqu'ils ne les ont pas sevrés. Oui, il y en a 15% quand même. Des malades qui ont refusé de participer, 30%. Pourquoi? J'ai demandé à Patrick Murphy, parce que la majorité ne voulait pas lâcher le ventilateur. Ils se sont dit, oh là là, docteur, mais moi je vais peut-être tomber dans le groupe, pas de ventilateur, je ne veux pas. Il y avait des malades morts avant inclusion, ça évidemment, et des malades qui avaient des comorbidités, et notamment des patients obèses, insuffisants cardiaques, qui avaient du SAS. Eh bien ça, c'est des malades qu'on a pareil. Donc attention, dans ces études qui ont un haut niveau de preuve, vous avez 67% des malades qui ont été exclus quand même. Donc la majorité des malades atteints de BPCO à ce jour qui pourraient bénéficier, ils ne sont pas encore parfaitement clairs. Quand c'est plus de 55 à 15 jours ou à 4 mois, c'est sûr, il faut les ventiler, mais les autres, il y en a probablement beaucoup plus, et on ne sait pas lesquels c'est. À ce jour, on pense que c'est ceux qu'on n'arrive pas à sevrer ici. On pense que c'est les comorbides avec une obésité associée. On pense que des insuffisants cardiaques. Et regardez par exemple les données en France, c'est qu'il y a 20% des malades qui n'étaient pas hypercapniques à J15, d'accord, mais qu'on a quand même ventilé. Donc, mon gros message, c'est que ici, déjà, et rien qu'avec les études, c'est que, ok, au niveau de preuve qu'il faut ventiler des malades qui restent hypercapniques à J15 ou à 1 mois, plus de 55, mais probablement qu'il y en a plein d'autres que la science n'a pas encore montré, confirmé qu'ils ont besoin de VNI, et je pense qu'il faut les ventiler, il ne faut pas les exclure, il faut les surveiller. Nous, à la Pitié-Salpêtrière, on est un hôpital de neurologie et très axé sur le diaphragme et le muscle. On est très convaincus que ces malades BPCO, ça n'existe pas, un malade BPCO. Mais moi, ceux-là, vous savez, ceux qui, ici, regardez comme ils tirent, et regardez à côté, quand la VNI est mise, comment ça marche. Enfin, moi, ce malade, ça me ferait de la peine de ne pas lui mettre de la VNI, vous voyez. Et pourtant, il avait 46 de PCO2 sans VNI, et on était largement à J15, il était chez moi en réhabilitation. Et ça, je suis sûr que vous tous, vous les ventilez, ces malades. Eh bien, moi, je crois que c'est des patients avec une espèce de myopathie qu'il faut ventiler. Et d'ailleurs, ça a été démontré, hein, Becker et O'Donoghue, quand ils ont étudié en physiopathologie, ils voient que c'est des malades, ici, c'est toute une nuit avec la PCO2. Ils voient que quand ils s'endorment en sommeil paradoxal, ils montent la PCO2. Et ils voient, comme les autres, que quand ils s'endorment, ça c'est le volume courant de tous les malades, ils diminuent leur volume courant, comme tous les insuffisants respiratoires. Donc, je vous rappelle que là, on a dit, oulala, on ventile les patients de PCO quand ils ont une hypercapnie, mais nous, là, je vois qu'il y a des pneumologues dans ce webinaire, il y a Mohamed aussi, Ibrahimi, qui connaît bien le sommeil. Eh bien, on sait que c'est malade, on sait que la nuit, il se passe énormément de choses, et on ne regarde pas assez souvent. Il y a des malades, probablement, qu'on pourrait ventiler. Et regardez cet exemple. C'est un malade qui, la nuit, il utilise ses muscles du cou. Quand il est en stade 3 ou 4, il a 56 de PTCO2, et quand il s'endort, évidemment, il éteint ses muscles du cou, et il se retrouve à 76 de SAT. Et le matin, quand il se réveille, il hyperventile et il est à 46 de PCO2. Tout ça pour dire qu'il y a probablement une quantité importante de malades qu'on devrait ventiler. Pourquoi? Parce que regardez cette étude qu'on a publiée avec Stéphania Rodolfi. Les malades qui utilisent leurs muscles du cou la nuit, toute la nuit, bien qu'ils soient normocapniques la journée, eh bien, ils ont une survie sans hospitalisation qui est bien moindre. Donc, pour moi,
il y a énormément de malades, c'est ceux-là que je vous montre ici, qui sont des espèces de BPCO presque myopathes, tous maigrichons, qui ont des muscles respiratoires fatigués. Eh bien, ceux-là, s'ils ne sont pas hypercapniques, demandez aux collègues qui font du sommeil d'aller leur faire une petite polysonographie ou faites une oxymétrie nocturne et vous verrez qu'il se passe des choses la nuit. Et en plus, si on met un peu d'esprit de notre groupe de travail, c'est Somno-VNI pour la surveillance, ben moi je suis inquiet. Moi, encore une fois, je suis réanimateur de formation, j'ai toujours été habitué à surveiller la qualité de la VNI que je fais sur les écrans. Eh bien, regardez comment a été surveillée la qualité de la VNI sur les études au long cours. Celle de Haute-HMV, de Murphy, ils ont surveillé déjà pas beaucoup de malades, et voilà ce qu'ils surveillaient. Les heures d'utilisation notées sur la machine, rien de plus. C'est quand même incroyable. Personne ne regardait les courbes, personne ne regardait les fuites, personne ne regardait s'il y avait des apnées obstructives. Or, Jean-Paul Janssens, dans cette étude que nous avions publiée dans Thorax, a bien montré, je ne vais pas le détailler, mais c'est des choses que j'enseigne régulièrement avec mon groupe de travail, a bien montré qu'un patient à domicile, ça se surveille. Les formations que j'ai été faire à Caserne ont expliqué qu'il faut regarder les courbes, il faut regarder les logiciels, il faut surveiller ces malades. Je vous ai mis des exemples ici de voilà ce qu'on voit quand on regarde à domicile ce que fait un patient sur son ventilateur pas très bien réglé. Ça, mes collègues réanimateurs le connaissent par cœur. On voit des efforts non récompensés ici. On voit des doubles déclenchements. On voit des efforts intracycles. On voit de la tachypnée. Bref, ces 4 malades ici, on ne faut pas le laisser comme ça. Il est très mal ventilé. Et pourtant, il disait qu'il n'était pas trop mal. Il faisait pas trop mal sa ventilation. Et pourtant, il était mal ventilé. Surtout que maintenant, ils sont en train d'arriver sur le marché. Ils viennent d'arriver en France. On est en train de les tester. J'espère que vous en aurez bientôt. Nous avons des machines où on peut, pour vraiment pas très cher, rajouter des sangles thoraco-abdominales. Et voilà ce qu'on a à l'écran. Et on a la même chose sur l'ordinateur quand on télécharge. Ce qui veut dire que non seulement nous avons maintenant des ventilateurs qui nous montrent exactement ce qu'on voit en réa, mais on va même plus loin qu'on fait en réa. On est en train de mélanger 2 mondes qui sont le monde du sommeil et le monde de la réanimation, où on a des sangles thoraco-abdominales pour voir ce que font les malades. Bref, nous avons des outils qui vont être formidables pour surveiller ces malades à domicile avec un coût modique qu'on peut confier aux prestataires, mais qu'il va amortir très très vite quand vous aurez des malades bien ventilés et qui garderont leur ventilation. Donc voilà la vision 2020 que j'ai du BPCO. Ça, en jaune, c'est l'evidence-based medicine. Il faut ventiler ces malades quand ils ont plus de 50, 52 ou 53 selon les études au chronique. Probablement qu'on doit ventiler les patients qu'on n'arrive pas à sevrer en post-réa, les sujets avec des comorbidités d'obésité ou d'insuffisance cardiaque ou les très maigrichons, très musculaires. Et surtout, il faut surveiller ce qu'on fait car c'est les ventilations qui ne sont pas simples. Pour conclure, je voudrais juste vous dire que je n'ai pas envie de vous donner ça comme ça en l'air. Voilà où on en est. Et nous, on va essayer de prouver ça avec une étude randomisée contrôlée. Avec tout le sud de l'Europe, les Français, les Espagnols qui sont très très forts pour faire des études multicentriques et les Portugais, ils font énormément d'études. Nous allons nous regrouper dans un collectif qui s'appelle Gaudi Mechanical Ventilation Network pour faire cette étude. Elle s'appelle Rescue de Monitor et elle est lancée. Nous avons inclus déjà 10% des malades. Nous allons prendre les patients qui sont en exacerbation aiguë en réanimation. D'accord? Il est en réa. Nous allons arrêter la ventilation quand il sort de réa. Et si dans les 15 jours, il reste hypercapnique et qu'il n'a pas de syndrome d'apnée du sommeil sévère et qu'on confirme bien avec une spiro qu'il a très probablement une BPCO, eh bien, on va le randomiser vers, je ne mets pas de VNI, comme l'ont fait les Suédois, parce qu'ils ont montré que les malades évoluent spontanément. Je fais une VNI surveillée de manière standard, juste avec les horaires d'utilisation et l'oxymétrie nocturne. Je fais une VNI que je vais surveiller de manière très intense avec les logiciels des machines, parce que je vais adapter les réglages comme un réanimateur le ferait de garde à mon malade, mais sur le long cours. Et les Espagnols ont insisté, je fais un groupe de VNI où le malade aura un ventilateur à domicile et il l'utilisera seulement s'il en sent le besoin. Parce que des fois, j'envoie des malades en réanimation et ils me disent, mais docteur, j'ai les aérosols à la maison, j'ai l'augmentin, pourquoi je vais aller en réanimation? Je lui dis, oui, parce que vous allez être ventilé. Il ne voulait pas me laisser un ventilateur à la maison, je me débrouillerai.
Et bien ça, on va l'essayer. Et donc, on va suivre ces malades tous les 6 mois et on va voir si on améliore la survie. Et moi, ce que j'aimerais montrer, c'est un peu ce que je vous ai montré ici, hein, sur ce graphique, sur cette idée que j'ai, c'est qu'en ventilant un malade comme ça, en le surveillant bien et en incluant tout cela, on va arriver à vous montrer qu'on aura une amélioration de la survie. Donc, voilà ma conclusion, c'est ce graphique. Ma conclusion, c'est il y a des études d'evidence-based medicine pour montrer de manière très forte qu'il faut ventiler les malades qui restent hypercapniques à distance d'un épisode infectieux, 15 jours pour les Anglais si on vient de faire un épisode aigu ou 1 mois si on est stable. Ça, c'est incontournable. Et probablement pour moi, je pense qu'il faut ventiler aussi les malades qu'on n'arrive pas à sevrer de la réanimation, plutôt que les trachéotomisés. Probablement que les insuffisants cardiaques et les obèses en comorbidité, ils rentrent dedans aussi. Et moi, je suis convaincu que ceux qui ont plus de muscles, qui sont presque des myopathes, il faut les ventiler aussi. Et si je me trompe, j'aurai toujours les logiciels qui seront là pour me dire j'ai bien ou mal réglé la VNI. Et le topo que je fais habituellement après, mais ça, c'est pas l'objet du jour, c'est comment régler le ventilateur. Eh bien, en fait, on commence avec un réglage de base, celui avec lequel le malade avait en réanimation, pas beaucoup de volume, et grâce au logiciel et les gaz du sang, petit à petit, je vois que le malade n'a pas assez d'air, pas assez d'air, pas assez d'air, et j'augmente la IPAP au fur et à mesure des consultations, tranquillement sur plusieurs semaines. Mais voilà ma conclusion, voilà ce que je vais arrêter de dire aujourd'hui pour ces 3 quarts d'heure que nous avons passé ensemble. Merci de votre écoute et je suis disposé pour les questions. Merci, Dr Gonzalez, pour cette présentation aussi riche que passionnante. En fait, pour nos réanimateurs, je pense que mon maître, professeur Faroudi, ne va pas dire le contraire. On apprend énormément de choses parce qu'on a l'habitude de traiter des patients dans l'aigu, des patients en décompensation, des patients dans l'urgence. La hantise de tout réanimateur, c'est d'éviter de lui mettre le tube. Bien sûr, la VNI est un moyen qui nous a permis de sauver énormément de vies. Et donc, une présentation pareille, ça nous apprend beaucoup de choses, bien sûr, tout en suscitant plusieurs interrogations qui montrent l'intérêt de ce que vous venez de dire. En fait, moi, personnellement, je n'ai pas beaucoup lu sur les malades, sur la ventilation des malades BPCO stables à domicile, sauf que il y a plusieurs interrogations qui se sont bousculées un petit peu dans ma tête. Et peut-être que je peux commencer par celle de, par exemple, quand vous faites, vous appareillez, si on peut dire, là, vous ventilez ces patients stables hypercapniques à domicile, comment vous faites pour les suivre en réalité? Est-ce que vous avez un rythme de suivi gazométrique ou bien vous suivez uniquement les courbes qui sont présentes sur les nouveaux appareils? Eh bien, les deux. Les deux, et vous allez voir que c'est très intéressant, c'est très complémentaire. Trouver le bon réglage pour un patient à BPCO qui va se retrouver avec des IPAP de 25 parfois, ça ne peut pas se faire en 3 jours. C'est impossible. Il faut savoir prendre son temps. Donc, soit vous avez des services, par exemple, comme le nôtre, de réhabilitation, où les malades sont en réhabilitation, ils restent longtemps et donc ça va. Soit vous faites avec le domicile et de la consultation. Et je pense que même après le coronavirus, la téléconsultation va se développer. Nous regardons beaucoup les logiciels au début. Nous commençons à ventiler le malade avec un petit réglage. Je commence tous mes malades, c'est très simple. 10, 4, 12. L'infirmière, elles savent. 10 d'IPAP, 4 de PEP, 12 de fréquence. Toujours. Et d'abord, je demande au malade, est-ce que vous avez assez d'air, pas assez d'air? On change un peu cliniquement les premières heures. Et après, nous regardons le logiciel avec les données détaillées. Et si nous voyons sur les courbes qu'il y a des signes de soif d'air, notamment, que le malade en veut plus, et on augmente la IPAP. Si par exemple il y a des apnées obstructives, j'augmente la EPAP. S'il y a des fuites, je corrige le masque. Mais c'est le logiciel qui va nous guider dans les premiers pas. Et un peu comme vous devez faire en réanimation, je suis sûr, Khalil, quand vous voyez que les courbes sont belles, que vous avez trouvé le bon masque, que le malade a fait quelques heures bien ventilées,
c'est là que vous faites le gaz du sang. Et bien nous, c'est pareil. On fait les courbes, on regarde, et quand je trouve que, ben oui, là, il n'y a plus de fuite, il n'y a pas d'apnée obstructive, le malade n'a pas de signe de soif d'air, il me semble calme, je fais un gaz du sang. Ce qui fait que ça surprend beaucoup mes juniors, mais des fois, j'ai des malades qui passent 3-4 semaines sans avoir eu un gaz du sang. À quoi ça sert de piquer un malade quand on sait qu'il n'est pas bien ventilé? Donc, c'est pour ça que je vous réponds, Khalil, les deux. Je fais les deux, mais dans une logique qui est en fait le métier qu'on a l'habitude de faire. Donc, c'est une association entre le prestataire et vous, médecin. C'est possible de le faire en consultation, mais le prestataire a un énorme rôle là-dedans. Merci beaucoup. Une autre question aussi de réanimateur. Est-ce que vous avez remarqué que quand vous ventilez ce genre de patients, ils font moins d'admissions en réanimation ou bien de formes graves d'exacerbation dans votre expérience? Complètement, parce que même, et j'ai même quelques malades qui n'utilisent la ventilation que quand ils ne se sentent pas bien. C'est pour ça que dans l'étude, on a fait ce groupe de ventilation de secours que j'appellerais. Mais les malades qui sont ventilés et bien contrôlés au long cours, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui ont déjà l'augmentin à la maison, les aérosols, le kiné, il leur manquait que la VNI, ils ne vont plus en réanimation. Et donc, ça fait des gains de coûts majeurs. D'accord. Juste pour rejoindre ce que vous avez dit tout à l'heure sur un papier de la IRJ, sur la ventilation non invasive du patient hypercaplique, ils ont dit que ça a été vu la première fois en 1980. Donc, ça serait bien de leur dire de corriger un petit peu leurs informations et de revenir au 1961 avec la publication. Et voilà, donc je vous remercie et je passe la parole à mon maître professeur Farodi. Peut-être qu'il va sûrement réitérer les questions de l'auditoire qui n'arrête pas de nous bombarder de questions. Merci beaucoup, Dr Gonzalez. Ravi de faire votre connaissance. Merci Khalil. Effectivement, beaucoup de questions dans plein de champs. Je peux commencer tout de suite si vous voulez. J'essaie de les classer. Bon, quelques questions un petit peu pour améliorer la compréhension de l'auditoire, si vous voulez bien, Dr Gonzalez. Alors, en termes de physiopathologie, j'ai une question. Existe-t-il une relation entre la pathologie bronchique de l'enfant et le passage à l'âge adulte? Ce sont deux questions en fait qui ont trait à la pathologie de l'enfant. Une autre question, c'est BPCO de l'enfant. Très à la mode, BPCO de l'enfant, très à la mode. Et le groupe BPCO de la Société française va travailler dessus. C'est Gaëtan Desley qui va travailler dessus. Et je vous avouerai que quand on regarde un peu d'où sort ce buzz, d'où ça sort, cette effervescence que la BPCO naîtrait dans l'enfance, etc., on va regarder et ça sort de pas grand-chose. Hein. Donc, il va y avoir des études en cours. Non, à ce jour, je n'ai aucune réponse en relation entre BPCO de l'enfant et de l'adulte, sauf sur des asthmes maltraités, etc. Mais, et encore une fois, on a bien regardé dernièrement, il n'y a pas de grand fondement sur cette hypothèse qui buzz beaucoup en ce moment, effectivement, sur le fait que la base de la BPCO se ferait dans l'enfance. Donc, à part évidemment les asthmatiques sévères enfants que nous connaissons, non, on n'a pas de données pour confirmer ça. La réponse est claire, c'est une mode. Vous connaissez la définition de la mode, évidemment. La mode, c'est tout ce qui se démode. Bon, voilà, il faut juste attendre que ça passe. Voilà, que ça passe. Alors, une question, existe-t-il plutôt comment trouver l'équilibre entre ventilation à haute pression et le risque d'aggravation de l'hyperinflation? Alors, c'est une question plutôt peut-être de physiopathe parce qu'il y a d'autres questions sur le réglage. Juste votre approche physiopathologique, on va dire. Quelles seraient les pistes de réflexion pour ne pas entraîner l'hyperinflation? Très bien. Et celle qui a posé cette question, elle a la réponse, mais bon, elle est coquine, Amina. C'est pour me challenger, ça, d'accord. Bonjour, Amina. C'est la bonne question. Moi, c'est la question qui m'a tracassé en tant que réanimateur quand j'ai commencé à monter la IPAP. Donc, en fait, c'est aller lentement.
Allez lentement, parce que comme ça, voilà, c'est pas en 3 jours qu'on monte à 21 DIPAP, parce qu'effectivement, sinon, on va faire de la distension, le malade ne va pas tolérer, le masque ne va pas être adapté. Mais surtout, ce qu'on a remarqué chez nos malades, c'est que en montant les pressions, les malades se ralentissent. Les malades se ralentissent, ils passent à des fréquences de 20, 30, parce qu'ils ne sont pas bien, ils sont dyspnéiques, et ils se ralentissent et ils se mettent à avoir des fréquences de 12, de 14, capturées par la machine qui les ventile bien. Et qu'est-ce qui se passe quand on a une fréquence de 12? Eh bien, quand on a une fréquence de 12, on augmente son temps expiratoire. Et donc, paradoxalement, mettre des grosses pressions en chronique nous a aidé à diminuer la distension de son malade. Donc, Amina, pour répondre à ta question, c'est aller lentement pour ne pas avoir de la mauvaise tolérance et ne pas avoir une hyperinflation aiguë, ça c'est très important, et suivre le rythme pour ralentir la fréquence de ton malade. Le ralentissement de la fréquence de votre malade va être la clé pour ne pas donner une hyperinflation à votre malade. Après, vous avez d'autres outils comme que nous faisons en réanimation depuis longtemps. On peut jouer avec la PEP pour lutter contre l'autopep. Mais attention, vous avez vu sur les papiers des Italiens que finalement, en chronique, ces malades n'ont pas beaucoup d'autopep. Hein. Donc, lentement et ralentir la fréquence respi. Très bien. Je dirais juste que pour le versant réa aigu, on a un peu le même raisonnement. On n'hésite pas à mettre. J'ai été surpris par le fait que vous disiez qu'en réa, on utilise plutôt des basses pressions. Notre vécu à nous, c'est plutôt des hautes et même des très hautes pressions. C'est bien. Bien. Oui, oui. Je dirais pour la petite ficelle, pour qu'on t'en passe des modes volumétriques. D'ailleurs, c'est une excellente question qu'il y a sur le forum là tout de suite. Quel mode utiliser, barométrique ou volumétrique? Mais en pratique, la petite ficelle, c'est que quand on bascule de la ventilation volumétrique, on jette un œil sur notre pression de plateau, un plateau de préférence très long, en prenant la pression la plus distale dans le plateau. Et c'est cette pression-là qu'on va utiliser en IPAP, c'est-à-dire en aide inspiratoire, en l'occurrence chez nous. En fait, c'est pour basculer d'un mode volume à un mode en pression, sans quasiment que le patient ne ressente la différence, parce qu'en fait, ça revient à donner la même chose, même volume égale même pression. Je dirais juste encore un petit mot sur le risque de barotraumatisme et d'hyperinflation. Les poumons de ce genre de patients ne se gonflent pas à l'excès parce qu'on les insuffle avec des hautes pressions, mais parce qu'on ne les laisse pas expirer. Vous l'avez admirablement dit, plus on aménage du temps expiratoire et plus les patients se sentent bien. Et pour ça, il n'y a pas de secret, la minute, elle fait toujours 60 secondes. Si vous voulez en profiter au maximum, il faut que les cycles soient assez peu fréquents. Et surtout, il faudra une inspiration ultra courte pour ménager une expiration la plus longue possible. Et pour avoir une inspiration courte, il n'y a pas de secret là aussi. Il ne faut pas hésiter à mettre des pentes de réglage, peut-être avoir votre sentiment sur le réglage de la pente qui est très fin et qui est l'une des causes d'asynchronisme, particulièrement de double déclenchement. Est-ce que vous avez des petites ficelles pour les réglages de pente? Est-ce que c'est la même chose sur les respirateurs à domicile que pour les réa, pour accéder au réglage de pente? Absolument. Donc, je suis en train de vous dire, on veut ventiler ces malades en leur passant un bon volume. C'est ce qu'est en train de dire le professeur Faroudi aussi. Hein, et quand on dit en volumétrique, ils étaient bien, et on veut bien les ventiler après, pourquoi? Parce qu'il faut pousser du volume à ces malades. Et en même temps, on veut leur laisser le temps d'expirer. Et donc, les trucs, c'est quoi? C'est si je veux pousser un bon volume, il faut que je mette une haute IPAP. Mais si je veux leur laisser un temps expiratoire le plus long possible, ralentir la fréquence, et donc ça va se faire avec la capture et l'augmentation de la IPAP, mettre un TI le plus court possible, et donc effectivement, monter à la IPAP le plus vite possible, c'est un bon moyen, et ça, c'est la pente. Et sur les ventilateurs de domicile, la pente ne peut pas être à 0, c'est parce que vous avez des ventilateurs qui utilisent le mur et des très fortes pressions. les ventilateurs de domicile, ils ont la pente minimale à 75 millisecondes. C'est une turbine, parce que c'est des turbines pour la plupart. Mais 75 millisecondes, c'est déjà super. Donc, deuxième recommandation, il faut viser, même si le malade ne le supporte pas, on le fait petit à petit, toujours la pente la plus courte. Toujours. Et attention au temps inspiratoire, c'est quand même la différence que nous avons avec le réanimateur. Le réanimateur, vous vous souvenez de la bronche complètement fermée tout à l'heure, le réanimateur va essayer de pousser de l'air le plus vite possible pour laisser un énorme temps expiratoire. Mais attention, si vous faites un TI trop court à domicile, vous allez pousser moins de volume. Donc attention de ne pas mettre des TI trop courts sur le chronique. Ça, c'est la petite différence que je fais par rapport au réglage quand je suis en réanimation. Donc grosse pression,
TI pas si court que ça et pente très rapide, la plus rapide possible. Très bien. Alors, je continue pour les questions. Mode volumétrique ou barométrique, je crois que ça répond à la question. Le barométrique pour le long cours et le volumétrique éventuellement pour les exacerbations et au milieu hospitalier. Oui, est-ce qu'à domicile, vous utilisez du volumétrique? Est-ce que ça vous arrive? Le volumétrique a un gros défaut qui est corrigé par le fait que nous sommes avec le malade toute la journée en réanimation, c'est que ça ne compense pas les fuites. Un mode volumétrique, si le masque est à côté, il va pousser ses 500 millilitres dans la chambre. Et donc, le seul mode qui compense les fuites, c'est les modes barométriques. Et donc, le mode de VNI chronique, c'est le mode barométrique. Moi, je n'utilise en volumétrique au long cours que les patients trachéotomisés pour lutter contre les obstructions. Sinon, tous mes malades, même les SLA les plus sévères 24-24, sont en barométrique. C'est clair. Très bien. Merci. Alors, est-ce qu'on peut ventiler les BPCO avec de fortes... Si, alors la question c'est si on peut ventiler les BPCO avec de fortes pressions, bien sûr en dehors des phases d'exacerbation, est-ce qu'on démarre progressivement ou on y va d'emblée? Mais je crois que vous avez répondu en donnant votre martingale, votre formule magique. Voilà. Vous pouvez la répéter? On commence, moi je commence, et franchement je vous conseille ça. Vous ne posez pas de questions. Il faut être, quand on commence, 10, 4, 12. Et TI, moi je fais 0,616. 10, 10 papes, 4, 2 papes, fréquence 12, un temps inspiratoire entre 0,6 et 1,6, ou c'est parce que dans les machines à domicile, on a 2 temps inspiratoire minimal et maximal. Et c'est nul comme réglage, hein. C'est nul, je le dis d'emblée. Mais ça ne sera jamais ça. Aucun malade ne sera bien ventilé avec ce réglage. Si, peut-être une SLA ou un jeune myopathe qui n'a pas besoin. Mais sinon, pour commencez toujours avec ça et vous augmentez progressivement. Il faut changer votre manière de faire. Il faut, comme on l'a fait en réanimation, on est en face du malade, on voit comment il respire. Il faut régler les malades avec la physiopathologie. Et comme vous ne pouvez pas être avec votre malade toute la journée chez lui, regardez les courbes. Et c'est comme ça que vous avancez petit à petit. Impeccable. En fait, il y a beaucoup de questions sur les principes de réglage. Je vais essayer d'en choisir quelques-unes qui ne soient pas trop redondantes. Oui, alors quelle est la durée minimale par 24 heures de la VNI au long cours pour que le patient soit observant? Il y a une... alors, pour considérer un patient observant, on va dire quelle est la durée minimale qui a été montrée, qui est utile. Jean-Christian Borel de Grenoble avait fait une étude sur la cohorte Rio, où on avait suivi tous les patients BPCO français, et on avait remarqué que ceux qui utilisent moins de 4 heures ont une mortalité supérieure à ceux qui l'utilisent entre 4 et 9 heures. On avait remarqué aussi que ceux qui l'utilisent plus de 9 heures avaient aussi une mortalité plus importante. Mais ça, en fait, c'est juste un biais. Ça veut dire que c'est des malades extrêmement graves, très graves. Mais donc, sinon, il y a quand même des données publiées que moins de 4 heures, bah, ce n'est pas suffisant. Impeccable. Alors, est-ce que l'importance de la CAPNI de départ peut guider les réglages à instaurer d'emblée? Imaginons qu'on n'utilise pas la formule standard, mais est-ce que la gravité de la CAPNI serait un outil? La seule gravité pour moi, ça va être s'il y a l'acidose respiratoire. S'il y a l'acidose respiratoire, on appelle allô le réanimateur et un point, c'est tout. Alors après, il y a peut-être une situation exceptionnelle, il n'y a plus de place en réa, etc., etc. Mais dans ce cas-là, on fait de la ventilation de réa. Mais sinon, que le malade il est 50, 60, 70, je vous assure, je commence toujours pareil. Toujours pareil. C'est une formule magique qui marche partout, quoi. En tout cas, pour démarrer. On a bien compris que c'est pour démarrer. C'est bien ça le message fort. Il n'y a rien de magique. Hein, il n'y a rien de magique. Non, mais on sent quand même l'expérience. Voilà. Très bien, impeccable. Oui. Alors, quelle serait la fréquence de sécurité pour les BPCO? Très bonne question aussi, parce que, et ça, on l'a remarqué, mais en fait, on a un avis différent des études allemandes, mais en fait, l'étude anglaise et l'étude randomisée allemande, finalement, sont revenus dessus. Les Allemands, au départ, ils disaient, on s'en fout, on veut juste faire baisser la PCO2. C'est ça l'objectif. Moi, j'ai une autre pensée, je dis qu'il faut ventiler ces malades, comme l'a enseigné le professeur Sadoul en 61. Donc les Allemands avaient dit, on fait baisser la PCO2, et si ça ne marche pas avec la IPAP, on monte à 25 de fréquence. Sauf que si vous mettez une grosse IPAP et une grosse fréquence, le malade, il ne se vide pas. Et nous, on a remarqué que nous, on n'utilise pas beaucoup la fréquence pour ventiler le malade. On met une fréquence de sécurité à 12 ou 14, vraiment très lente, et vous ne pouvez pas vous imaginer, quand vous verrez des courbes, le plaisir de voir un malade calé à 12 de fréquence
qui se laisse parfaitement ventiler et qui se vide parce que l'expiration est longue. Donc, nous avons tendance à mettre des réglages bas. Je voudrais signaler que sur la page du GAV, sur notre site on a fait un guide, un tableau avec proposition de réglage des maladies au long cours. C'est quelque chose que j'ai toujours refusé parce qu'il y a toute cette expérience dont on est en train de parler, mais les gens sont tellement demandeurs de guides. On a fait un tableau, comment ventiler un BPCO, réglage initial, réglage optimisé ou à cibler. Et on a mis dans ce tableau, il est très pratique, les réglages. Si vous voulez y accéder, le document est libre, ça s'appelle les conseils du GAV. Et le document est en accès libre avec, peut-être Mohamed pourra vous le partager si vous avez laissé vos adresses à tous, parce que là, il y a les réponses à tout ce que je suis en train de vous expliquer. Bien, les questions commencent ça chauffe là. Alors, depuis 2011, en plus de la high VNI chez le BPCO hypercapnique stable, on règle un backup respiratory rate. Là c'est des Anglais certainement, c'est l'anglophone du groupe là. On règle un backup respiratory rate avec un effet qui est encore plus positif. Comment le réglez-vous et quel en est votre ressenti? Moi, j'ai dit la question texto. Oui, le backup rate, c'est la fréquence de sécurité. C'est la fréquence minimale de soutien. La fréquence minimale de sécurité. Et donc ça, si vous regardez, donc pour celui qui a posé cette question, si vous regardez l'étude haute HMV et puis celle de Colline, contrairement à celle de 2011, vous avez raison, eh bien vous verrez que dans la vraie vie, en fait, ils n'ont pas mis des fréquences très élevées. Ils avaient 14 ou 15 de fréquences en moyenne dans les études randomisées de vraie vie. Alors que dans les études de 2011, ils avaient effectivement mis qu'il fallait une autre fréquence de folie. Et donc, non, c'est plutôt des fréquences basses, hein, attention. Très bien. Alors, c'est un commentaire, mais je pense que je vais le traduire en question. Alors, ça dit, la réussite d'une VNI nécessite un personnel paramédical qualifié et dédié à ce travail. Donc, en question, ça devrait donner plutôt comment vous faites avec les vôtres, chez vous, parce qu'on aimerait bien faire pareil. Moi, je suis dans un luxe extrême, hein, parce que j'ai une équipe de VNI, mais ce luxe, je ne l'ai pas eu d'un claquement de doigts. Rien ne s'obtient d'un claquement de doigts. Moi, j'ai commencé, quand je suis sorti de réanimation, je me suis mis dans le chronique, ça n'intéressait personne, et j'avais une infirmière et moi-même. Donc, vous voyez, et donc l'infirmière, elle vous aide pour les choses qui demandent du temps. Et vous savez que ce qui nous manque le plus, le médecin, c'est le temps. Donc, il vous faut quelqu'un dans le personnel qui passe du temps pour le choix du masque, le choix de l'interface, l'adaptation du masque, l'enseignement sur la machine. C'est ça qui prend du temps. C'est ça qui prend du temps. Merci pour la perche, parce que la prochaine question, c'était quelle préférence pour les interfaces? Mais je termine sur le personnel parce que c'est soit une infirmière. En France, les kinésithérapeutes sont très, très investis et sur ils peuvent le faire. Et je pense beaucoup aux prestataires. Les prestataires connaissent du bien, ils passent du temps, etc. Et vous devez, et vous ainsi, médecin, vous restez maître des réglages et de l'analyse des courbes. Et ainsi, parce que si vous voulez tout faire, vous n'y arriverez pas. Une consultation où le docteur doit choisir le masque, le tube, l'éducation à la machine, impossible. Impossible. C'est très important cette question, j'insiste, parce que sans ça, sans de l'aide, notamment de l'équipe paramédicale, on n'y arrivera pas. Nous, docteurs, on doit garder les réglages et la lecture des courbes. Et après, Mamoun, vous m'aviez posé, j'ai oublié la question. Les interfaces, c'était les interfaces et juste avant, c'était le personnel. Oui, alors oui, peut-être c'était ça, toujours dans les choix techniques, comment choisir un ventilateur? Ça, c'est du lourd. Comment choisir le ventilateur lui-même? Alors, les interfaces, j'ai une question de retard, j'ai une réponse de retard à chaque fois. Les interfaces, c'est beaucoup du bucco-nasal, parce qu'avec des hautes pressions, j'ai très peu de malades avec du nasal, il faut avouer. Il faut toujours essayer de commencer avec du nasal, et après, on met du bucco-nasal si ça fuit. Donc, quand même, hein, plus de 80% de mes malades sont en bucco-nasal. Le ventilateur, ce sont des malades qui vont se ventiler la nuit. Donc, ils n'ont pas besoin de ventilateurs comme un malade atteint de SLA ou de myopathie, avec des batteries, avec beaucoup de secours, avec des alarmes. Donc, finalement, des ventilateurs de niveau 1 qui montent au moins jusqu'à 25 ou 30 de pression, c'est largement suffisant. Donc, c'est quand même bien, parce que ce n'est quand même pas les ventilateurs les plus chers. Et donc, c'est par exemple des Lumis, mais des Lumis 30, c'est des A30, parce que souvent, il faut monter au-delà de 25. Les nouvelles machines de Breas, les Vivo 2 par exemple, qui montent jusqu'à 30. Bref, ce n'est pas les machines les plus chères. Et ça, ce n'est pas négligeable. Hein.
Juste une question j'allais dire, de passionné de mécanique. Pour la plupart, c'est des machines à turbine, on est d'accord. Il y a très peu d'autres mécanismes à l'intérieur. On n'a plus de machines à soufflet au domicile. L'éole, qui était le dernier survivant, ne se fabrique plus. Il n'y a plus que des machines à turbine au domicile. D'accord, très bien. Alors, autre question, un peu plus orientée de patient. Entre un BPCO cachectique et un BPCO obèse, y a-t-il des finesses de réglage? D'ailleurs, c'est une autre question liée à ça. Quel est le poids que vous visez en termes de ventilation? Parce que vous savez très bien que c'est le poids idéal. Mais la question sous-jacente, c'est comment vous faites sur un BPCO de poids extrême? Alors, on ventile avec un objectif de 8 à 10 ml/kg de poids idéal. Donc ça, c'est important. Et on n'est pas, attention, on n'est pas en réanimation, on n'est pas sur du 6 ml/kg. Hein, c'est 8 à 10 ml/kg. Hein, c'est le papier de Teguet que je vous ai montré. Première chose. Donc attention, si vous avez, que ce soit un sujet obèse ou maigrichon, finalement, il aura à peu près le même volume. Ce qui va faire la différence chez les sujets obèses, très important, c'est que souvent, ils ont des apnées obstructives des voies aériennes associées. Et ça, les logiciels vous les montrent très bien. Mais c'est pour ça que dans le protocole, par exemple, que nous allons faire avec des Espagnols, nous allons faire une polygraphie à tous les malades pour être sûr qu'ils n'ont pas des apnées obstructives en plus. Parce que dans ce cas-là, vous les traitez à domicile avec la même machine, juste en montant un peu plus la PEP. Ouais. Et alors, les patients atteints de BPCO n'ont pas beaucoup d'apnées obstructives, sauf justement les obèses. Et enfin, on a remarqué, chose très intéressante, les obèses font moins de distension. Pourquoi? Parce que la masse que vous avez sur le thorax écrase le thorax à l'expiration et ils ont des expirations qui sont un peu plus rapides. Ils font moins de distension que les autres sujets. Donc, la seule petite particularité, c'est que souvent, il y aura des apnées obstructives des voies aériennes supérieures et un peu plus de PEP. Voilà. D'accord. Très intéressant. Alors, ça, c'est la rubrique inquiétude des soignants, je vais l'appeler comme ça. Alors, quels sont les risques chez les VNI intenses, plutôt les risques d'une VNI intense chez un BPCO avec une bulle d'emphysème géante? Y a-t-il des précautions particulières? J'ai toujours dit, ça fait des années que je dis que je n'ai jamais vu un pneumothorax en VNI, parce que quand même, quand vous avez de la surpression, la glotte se ferme, ou vraiment, quand vous balancez 25 cm d'eau au masque, c'est pas 25 cm d'eau qui arrive au bout de l'alvéole. Donc, je donnais toujours l'exemple que je n'avais jamais eu depuis les années 90 de pneumothorax. Sauf que le mois dernier, on en a eu 2. Mais ce n'étaient pas des patients atteints de BPCO. C'était écoutez, je me souviens plus, c'était une myopathie particulière qui touche la maladie de Ulrich. Donc, on a eu 2 pneumothorax chez un patient myopathe sous VNI, qui a une myopathie qui s'appelle la myopathie de Ulrich. Et en fait, on a regardé sur PubMed, et ce sont des pathologies qui donnent aussi des atteintes du collagène, etc. Donc, bref, tout ça pour dire qu'il faut avoir le poumon sacrément malade. Et si ces malades BPCO ne font pas des pneumothorax quand on les prête à nos réanimateurs, c'est que franchement, ils sont capables de résister à de la VNI au long cours. Donc, pas d'inquiétude sur ça. Donc, à ce jour, avec la ventilation intensive depuis des années, on n'a pas eu de pneumothorax chez les BPCO. Une question dans la même veine. Est-ce qu'il n'y a pas de risque de donner de fortes pressions chez les BPCO cardiaques avec des fractions d'éjection basses? Si, il faut faire très attention. Très bonne question. Mais là, évidemment, BPCO sévère, stade 4 qui a besoin de VNI, plus insuffisant cardiaque sévère, on est dans on est au-delà de la médecine. Là. Mais oui, il faut faire très attention. Il faut faire très attention si vous avez de l'insuffisance cardiaque associée. Hein. Ok. Est-ce qu'il y a des contre-indications à la VNI chronique chez un BPCO stable? Donc la question, qu'est-ce qui contre-indiquerait? Non, je pense qu'il faut faire attention, c'est certain, mais non, je ne vois pas de contre-indication à la VNI. Hein. Et pour finir la rubrique inquiétude, est-ce qu'il y a des précautions particulières à faire chez l'insuffisant cardiaque, BPCO? Est-ce que ça demanderait des réglages? J'imagine que c'est en relation avec le retour veineux peut-être. Absolument, les premiers réglages. Alors par contre, attention, ça c'est très intéressant, j'ai beaucoup de malades BPCO sévères et qui ont une hypertension pulmonaire sévère. Hein. Et donc ça, on a eu très très peur quand on a commencé à monter les pressions, et on n'a jamais eu de soucis. Moi, je pense que je suis plus inquiet par le cœur gauche. Hein. Donc, le cœur droit, finalement, donc, pas trop de soucis. Et on est en train de faire un travail avec Lamia Bouchra, qui est une réanimatrice du nord de la France, hein, pneumologue, et on est en train de montrer que même
la ventilation, avec certains réglages et en favorisant l'expiration, peut améliorer l'insuffisance cardiaque. Par contre, la grande insuffisance cardiaque gauche, faut faire attention de ne pas désamorcer, c'est en aigu, et donc il faut faire attention, quand on commence la ventilation, de bien surveiller la tension artérielle. Mais insuffisance cardiaque droite, pas trop de soucis. Grande insuffisance cardiaque gauche, là encore une fois, je le répète, on a 2 maladies sévères, il faut faire très attention. Là. Je vois que c'est les mêmes contraintes, que ce soit en aigu ou en chronique, comme quoi la physiologie reste toujours la même. Absolument. Alors, pour ce qui est de la surveillance, j'ai encore 2 questions. S'il y en a d'autres, je suis à l'écoute. Quel serait le rythme de surveillance par gazométrie? Je crois que vous avez déjà répondu, mais si vous pouviez… je n'en donne pas. Moi, je vous recommande la gazométrie quand vous pensez que les courbes de ventilation sont correctes. Donc oui, je suis désolé, vous devez un peu apprendre à faire les courbes, mais je crois que mes collègues sont d'accord avec moi, on ne peut pas ventiler un malade sans savoir lire des courbes de pression et de débit. Hein, c'est pas possible. Ça, c'est pas… Moi, je m'oppose à ça. D'accord. Oui, alors quasiment pas de gazométrie. Il faut la clinique et du bon sens. De la clinique, lecture des courbes et la gazométrie quand on trouve que le malade va bien. Et souvent, on est surpris d'avoir des gaz du sang qui sont revenus à très très bons. Hein. D'accord. Très bien. Alors justement, à propos de ça, un BPCO hypercapnique chronique, et qui fait aussi de l'hypoxémie, doit-on le ventiler d'emblée avec de l'oxygène ou pas? Oui. Et si oui, quel débit éventuellement? Oui, tout à fait. Alors après, oui, tout à fait. Il faut mettre de l'oxygène et après, vous pouvez utiliser les oxymétries nocturnes pour au moins bien caler la PaO2. Oui, tout à fait. Et je pense que je vais finir peut-être avec une dernière question. Je ne sais pas s'il y en a d'autres, mais j'ai plus que celle-là. Alors, puisqu'on met la VNI au long cours à distance de l'épisode aigu, est-ce qu'on garde le patient sans appareillage ou on met une VNI de manière temporaire? Alors, si on suit le papier des Anglais, on arrête l'appareillage quand le malade n'est plus en acidose respiratoire et on se donne 15 jours. Ça, c'est les Anglais. D'accord? Donc, 15 jours. Pendant ces 15 jours, le patient, il est sous rien. Sans rien. D'accord. Sans rien. Et nous, on inclut les malades dans notre étude. Nous, on les laisse 48 heures sans rien. On les laisse 48 heures sans rien et on les ventile pour l'étude. Mais à ce jour, l'evidence-based medicine a dit faut laisser le malade 15 jours sans rien parce que pendant ces 15 jours, souvent, il y a quand même une majorité des malades qui corrigent leur PCO2 tout seuls. Très bien. Je ne sais pas s'il y a peut-être plus beaucoup de questions. J'essaie de faire le tri. J'en ai vu une qui est: est-ce que les exacerbateurs fréquents sont candidats à la VNI chronique? Ni plus ni moins. Ni plus ni moins. Il ne faut pas se limiter. On n'a pas démontré à ce jour qu'on diminuait les exacerbations, mais par contre, on diminue les hospitalisations. Donc, je pense que c'est plutôt des bons candidats. Et il y a une très bonne question aussi qui est: est-ce qu'il y a un intérêt à faire une polygraphie du sommeil avant d'introduire une VNI? Moi, je pense que oui, vu la facilité d'accès, parce qu'il y a quand même, surtout si les malades sont obèses. S'ils ne sont pas obèses, on peut s'en passer. Mais s'il y a une obésité, je recommande fortement de faire une polygraphie avant pour être sûr qu'il n'y a pas des apnées obstructives associées. Très bien. Sinon, une question technique, quand vous parliez de prestataire, qu'est-ce que vous vouliez dire au juste? Parce que nous, c'est un petit peu chez nous, je ne sais pas quel docteur Ibrahimi peut-être nous dire un peu ce qui se passe chez nous. Imaginons qu'on veuille mettre un patient en ventilation à domicile. Quel est l'écosystème qui doit l'entourer? Est-ce qu'on a ce qu'il faut autour? Je réponds. Écoute, normalement, il faudrait que le médecin puisse appeler le prestataire et que le prestataire se déplace chez le médecin. Soit que c'est un PCO chronique stable et qu'il peut le faire chez lui sur une durée de 2-3 heures de ventilation, ou alors il est en hospitalisation et le prestataire se ramène avec son appareil et sa BiPAP, sa VNI, et que le médecin règle. Ce qui se passe dans la pratique, en fait, c'est que c'est le prestataire, c'est le médecin qui commande, qui demande au prestataire de poser la VNI, et que c'est le prestataire lui-même qui donne les réglages. Et ça, c'est ce qu'on essaie de passer comme message au médecin. Le prestataire connaît la machine, il connaît les paramètres de machine, sait lire la machine. Mais c'est au médecin de donner les réglages, et c'est au médecin de garder la main sur la prescription. Il ne faut pas que ce soit le prestataire qui le fasse. Et les prestataires, ça les arrange qu'on puisse les décharger de ce côté-là qui est du réglage. Ça les arrange de ne suivre que le patient
et de faire des alertes au médecin en disant il va pas bien, il s'améliore pas, je fais une oxymétrie, je la fais pas, c'est bien. Mais qu'ils se mettent aussi à faire du diagnostic. Combien de fois ils font des diagnostics du sommeil, du syndrome d'apnée de sommeil, et qu'ils se mettent à régler les machines? Non. Donc il faudrait que les deux puissent participer, chacun dans son créneau de spécialité, dans son créneau de compétences. Bravo. Je voulais reprendre Jésus sur l'augmentation des pressions. En fait, au départ, quand on avait commencé à ventiler les malades, et dès qu'on passait 15, 16, 17, 20 de pression, on avait les pétoches et on se disait « Oh là là, il ne bouge pas, il n'améliore pas sa saturation, je passe en mode volumétrique. » Donc, on ramenait de chez le prestataire les machines volumétriques d'antan. Et donc, dans la machine volumétrique, on réglait un volume de 500, 600 cc. Et là, on voyait que la saturation s'améliorait et que le patient s'améliorait. Et on se disait, tiens, la machine VNI volumétrique, elle est beaucoup mieux que la barométrique. Mais en fait, ce qu'on ne savait pas, c'est que la barométrique, par exemple, elle montait à 200 cc, elle s'arrêtait. Que la volumétrique, on l'a réglée sur 500, coûte que coûte, elle va arriver à 500 ou 600 qu'on lui a donné. Et donc, mais on n'avait aucune idée sur les pressions que générait cette volumétrique pour pouvoir arriver aux 500 cc. Ce qui veut dire qu'en fait, la peur de donner de la pression sur la barométrique, elle n'était pas justifiée parce qu'on arrivait à cette pression dans la volumétrique. Et c'est pourquoi finalement nous avons compris que les pressions n'étaient pas un problème et qu'actuellement toutes les machines pratiquement qu'ont nos prestataires, c'est des machines barométriques. Je voulais lui poser une question sur tu sais que, par exemple, dans le syndrome d'apnée de sommeil, nous avons maintenant les big data, les AirView, par exemple, et nous avons beaucoup d'informations qui tombent chaque jour à partir des machines CPAP. Est-ce que et à partir de ces big data, nous avons pu, par exemple, détecter le syndrome d'apnée centrale à partir de 15 jours. Nous avons pu savoir que le malade, il est peut-être plus coopérant à partir du moment où il est mis sur la machine, que l'observance, elle était beaucoup plus intéressante. Est-ce que c'est possible, dans les machines de VNI, de vouloir exploiter, mais à l'échelle, je dirais peut-être big data, toutes les machines qui sont mises sur le marché pour voir un petit peu l'observance et le télésuivi? Est-ce qu'il pourrait nous donner quelque chose sur, par exemple, les fuites, des choses sur l'asynchronisme, des choses sur la désaturation, puisqu'on peut mettre des saturomètres? Est-ce que tu as une expérience de ça? Est-ce que vous avez commencé à faire ce travail-là? Alors, sur le big data, moi, je suis un peu gêné avec le big data, premièrement, dans la PPC, où quand même, sur le chiffre de malades ventilés avec une PPC dans le monde, c'est beaucoup plus, c'est du 100 fois plus par rapport aux malades PPCO. Et je suis déjà embêté dans cette recherche qui fait qu'on ne demande pas l'avis des malades, on publie, tu as tes malades, en fait, qui sont dans une étude, tu n'es pas au courant. Donc déjà, éthiquement, ça me gêne, les études sur le big data. Première chose très importante, Mohamed. Mais la deuxième, non. En VNI, il n'y en a pas. Un, parce qu'il n'y a pas de big data, il n'y a pas encore assez de malades, ça c'est la première chose. Et deux, en sommeil, qu'est-ce qu'on a? On a l'observance, les fuites et les apnées résiduelles. Éventuellement, les apnées centrales. En VNI, t'imagines, on a le débit, les asynchronismes, le VT insuffisant, les fuites, les apnées obstructives aussi, mais on a toutes les asynchronies qui peuvent arriver, et ça ne se voit à ce jour, même en réanimation, on n'a aucune machine qui est capable de nous dire automatiquement, pourtant on a travaillé dessus, que ce malade n'est pas bien ventilé ou pas. Donc non, l'œil humain est encore nécessaire pour aller voir des données détaillées, et c'est ça qui est important. Donc il faut apprendre à lire les courbes des ventilateurs. Ça ne suffit pas de regarder les données statistiques, et donc en big data, ça ne marchera pas. Alil, un petit mot. Jésus, il y a encore quelques questions, mais je vais commencer par rebondir sur la question des interfaces. Avec la différence du profil des malades hypercapniques, enfin plutôt BPCO obèses, qui font aussi souvent du syndrome d'apnée de sommeil, et les patients cachectiques. On sait que les patients plutôt appareillés pour syndrome d'apnée de sommeil préfèrent les interfaces masque nasales.
vu qu'aussi que ça permet aussi de lever les obstacles au niveau des voies aériennes supérieures, mieux que les autres interfaces. Est-ce que dans votre expérience, vous trouvez qu'il y a quand même une certaine différence dans le choix de l'interface par rapport aux patients, plus que le choix des patients, des interfaces, qu'ils soient obèses ou cachectiques? Le problème, c'est souvent lié aux pressions, hein, et c'est vrai que la majorité des malades qu'on a qui sont ventilés avec des fortes pressions, eh bien, on est obligé de mettre du bucco-nasal, mais somme toute, hein, il faut garder ce qu'on venait de dire, Khalil, hein, il faut absolument essayer le masque nasal, parce que le masque bucco-nasal, ça fait plus de blessures, ça entraîne plus d'apnée obstructive par recul du maxillaire inférieur, donc il faut absolument favoriser ça. Mais non, malheureusement, après, quand on suit et qu'on voit les fuites, on commence tout le monde en masque nasal, mais très très vite, après, on voit qu'au bout de quelques jours, dès qu'on dépasse certaines pressions, on passe au bucco-nasal. Merci. Il y a aussi d'autres questions qui sont arrivées. Il y a une question très importante, si vous le permettez, je vais répondre, parce que c'est sur les modes hybrides. Oui. Ce qu'a souligné Mohamed, je l'ai applaudi tout à l'heure parce que c'est très important. On ne demande pas, comme on ne sait pas, on n'est pas très à l'aise avec la ventilation domicile, par manque de connaissances, mais bon, on ne peut pas tout savoir. On laisse trop souvent faire aux prestataires qui, eux, connaissent très bien les machines. Mais attention, ils n'ont pas la connaissance des réglages, des lectures des courbes, etc. Donc, il faut garder la main sur les réglages. Et j'ai vu passer une question sur les modes hybrides. C'est quoi le mode hybride? C'est je dis, tiens, le malade, je veux qu'il ait tel volume et machine, débrouille-toi. Non, ça ne marche pas. On a vraiment démontré que les machines hybrides, elles entraînent beaucoup l'asynchronisme parce qu'elles se trompent sur les réglages. Je ne peux pas passer des années à enseigner et moi-même avoir des difficultés des fois à lire des courbes de ventilation et me dire qu'une machine automatiquement va faire la même chose. Malheureusement, les machines hybrides se trompent trop souvent et c'est trop souvent un choix c'est beaucoup Philips qui pousse énormément, intelligemment, hein. Ils disent, comme Mohamed l'a souligné, les pneumologues, ils ne veulent pas essayer d'apprendre la ventilation, mais ils sont obligés d'utiliser les VNI parce qu'ils ont beaucoup de malades. Et donc, Philips, ils se disent, comme les docteurs, ils ne savent pas, moi, je vais leur vendre, je vais leur faire croire qu'une machine se règle automatiquement, je peux leur vendre. C'est faux. Je vous assure que c'est faux. On a démontré par A plus B, on vient de passer un papier dans l'obésité qui montre que l'AVAPS, par exemple, dans l'obésité, ça ne marche pas. Et dans la BPCO, alors là, c'est la catastrophe. Donc, vraiment, oubliez les machines hybrides. Je suis désolé. Il faut apprendre à lire les courbes. Donc, vous continuez les cours avec les réanimateurs et sinon, les cours qu'on continuera avec Mohamed pour les lecture de courbes. Merci pour votre attitude. On mène le même combat, on se bat contre les modes intelligents chez nous. C'est les modes intelligents qui… moi, ce que je dis à chaque fois, je préfère avoir une machine totalement stupide, mais avec un docteur qui, lui, est intelligent. C'est quand même plus sûr. Oui, absolument. Avec une cervelle à côté. C'est surtout ça. Il y a aussi une autre question, Gonzalez, patiente qui présente une syphose avec apnée de sommeil et hypercapnie. Il faut indiquer une CPAP ou une VNI? Non, ça c'est une VNI absolument, c'est un problème d'hypoventilation, c'est de la VNI. Et attention, vous n'allez pas alors lui, les restrictifs, ils ont vraiment besoin de haute pression. Alors lui, il faut prendre son temps pour monter la pression. Et moi, ça m'arrive de trouver le bon réglage de ces patients syphoscoliotiques où il n'y a aucune urgence. Ça fait des années qu'ils sont hypercapniques. Des fois, je trouve le bon réglage en 2 ans. Il faut y aller 1 point d'IPAP à chaque fois. Et on se retrouve des fois à des 30 d'IPAP, mais le malade, il garde ça. Donc, non, c'est vraiment différent comme réglage. C'est moins urgent, c'est vraiment plus simple. C'est juste pousser de l'air chez les patients. Oui, c'est justement la différence avec les patients aigus parce que souvent en réa, on a ou bien aux urgences, quand on est dans l'aigu, on a l'habitude de régler. La règle d'or qu'on nous a appris, c'était de régler un ventilateur et de rester à côté, afin d'obtenir le meilleur réglage le plus rapidement possible, et ce qui n'est pas du tout évident lorsqu'on est dans le chronique. Il y a aussi une autre question, ça change quoi si on décèle un syndrome d'apnée obstructive de sommeil sur BPCO concernant les réglages? Il faut, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est souvent ça qu'on trouve chez les patients obèses, il faut mettre plus de PEP. Il faut mettre de la PEP pour vaincre les apnées obstructives. Et attention, ne pas oublier, dans ce cas-là, de monter un peu plus la IPAP pour toujours maintenir un bon niveau d'aide inspiratoire. Je suis devant une question, si vous permettez. Là, je suis prestataire dans la vraie vie. On voit pour l'essentiel des patients en aigu. Et moi, je conseille effectivement de vous mettre loin de la phase aiguë. Oui, on a 2
situations. Soit vous êtes appelé pour une exacerbation aiguë de BPCO hypercapnique, et là, attention, on passe dans le champ des réanimateurs, on fait des réglages d'aigus, etc. Et c'est après avoir passé la phase aiguë qu'on pourra réfléchir chronique. Hein. Mais voilà, il est vrai, je suis d'accord avec vous, hein, par manque de place dans les réanimations ou manque d'accès, nous faisons au domicile, même en France de temps en temps, ou dans des salles de pneumologie, quand le patient est limité, on fait de la ventilation aiguë. Mais là, je me mets la casquette réanimateur et je fais des réglages de réanimateur. Je fais des petits volumes, je passe le cap, je fais des gaz du sang au bout de 2-3 heures. Attention, et je vous ferai un topo complètement différent de ce que je viens de faire. Mais là, c'est M. Mounir et Faroudi qui pourraient vous faire le topo. Donc attention, on a bien parlé de ventilation chronique. D'accord, merci. Merci Gonzalez. Je pense qu'il n'y a plus de questions. On a fait le tour de la question. Mais franchement, je pense que l'intérêt du sujet très, très, très passionnant, personnellement, ça m'ouvre un petit peu d'autres perspectives et ça a stimulé mes méninges pour d'autres réflexions. Et donc, je remercie tous les organisateurs de ce webinaire. Je vous remercie, Jésus, pour votre exposé magnifique. Et je remercie Dr Faroudi et Dr Ibrahimi, à qui je rends la parole afin de dire un mot de clôture. Merci. Merci, Jésus. Merci à vous. Merci au laboratoire Boehringer de nous avoir sponsorisés et aidés. Merci à Jésus, à Faroudi, à Khalil d'avoir si bien géré et modéré et parlé. Encore une fois, je remercie Kouhoun et Lasmar d'avoir fait ce pont entre pneumologue et réanimateur pour pouvoir travailler main dans la main parce que c'est quelque chose qui nous tient à cœur, qu'on puisse faire des ponts entre nous et qu'on puisse faire l'aigu et le chronique et essayer d'accorder nos violons pour qu'on puisse parler le même langage, peut-être des réglages qui s'en suivent, qu'on puisse se comprendre, qu'on puisse faire en sorte que le malade en sorte, je dirais, gagnant. Donc, je vous donne rendez-vous pour un prochain webinaire, peut-être à la rentrée, vers septembre. Merci à Jésus, merci à Claudia qui doit être avec nous. Et encore une fois, merci au laboratoire Boehringer. Je vous remercie et au revoir. Au revoir. Bientôt. À bientôt. Salut. Salut.